France, XVe siècle. Sir Robert de Baudricourt, assis dans son fauteuil à la tête qui tourne. La gueule de bois est désagréable, certes, mais la perspective de voir sa brillante carrière s'effondrer est bien pire. Jusqu'alors, Robert avait été incroyablement chanceux. Fils d'un noble pauvre, il avait gravi les échelons, épousant 2 fois de riches veuves et régnant sur Vaucouleurs pendant 14 ans. C'était un véritable manipulateur. Il jouait les pères du peuple, faisant pendre les petits bandits tout en pillant les paysans sous couvert de la guerre. Peu lui importait qui l'emportait, les Anglais ou les Français, pourvu qu'il ait de l'or dans ses poches. Mais à présent, la chance avait tourné. Les Anglais, surnommés les Godons, se rapprochaient. On fit comprendre à Robert, poliment mais fermement, « En août, vous démissionnerez et vous quitterez les lieux. » Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Quand on n'a plus rien à perdre, même le plus cynique des cyniques se met à croire au miracle. Et Baudricourt en avait déjà vu un. 6 mois auparavant, une jeune villageoise d'une 15aine d'années lui avait été amenée. Elle était en bonne santé et forte, mais avait visiblement une balle dans la tête. Elle prétendait entendre les voix des saints et être destinée à sauver la France. Robert s'était contenté de rire et d'ordonner à son père de lui donner une bonne gifle pour la remettre d'aplomb. Mais elle était revenue. Jeanne, c'était son nom, se tenait devant lui, vêtue de la même robe en lambeaux, mais avec un regard qui mit Baudricourt mal à l'aise. Elle exigeait une armée pour lever le siège d'Orléans et couronner le dauphin Charles. Et Robert se demanda, et si c'était sa seule chance? Si elle était vraiment une sainte, il deviendrait un héros. Sinon, il prouverait au moins sa dévotion au roi. Pour comprendre l'obsession de cette jeune fille, il faut se pencher sur le contexte de la France d'alors. C'était une période de chaos total. Le roi Charles VI avait sombré dans la folie, son épouse Isabeau se divertissait avec des amants, et le pays se désagrégeait. Les ducs de Bourgogne et d'Orléans, proches du roi, s'entretuaient sans pitié. Et lorsque les Anglais débarquèrent à l'embouchure de la Seine, tout bascula dans le cauchemar. La bataille d'Azincourt anéantit l'apogée de la chevalerie française. Le honteux traité de Troyes raya la France de la carte. Le roi d'Angleterre fut reconnu comme héritier du trône et le propre fils du monarque français fut déclaré illégitime. Jeanne grandit dans cette atmosphère de peur permanente. Son premier souvenir d'enfance n'est pas celui de la berceuse de sa mère, mais celui de la lueur sanglante d'un incendie à l'horizon. Son village natal, Domrémy, était constamment sous le feu des armes. Au passage des bandes d'un seigneur, les paysans abandonnaient tout et fuyaient vers la forteresse insulaire, un château abandonné au milieu de la Meuse. Là, dans les cachots humides, parmi les chênes rouillés et les vieux ossements, la petite Jeanne écoutait les récits des événements du monde. Et il ne s'agissait pas de simples contes de fées. C'étaient des récits d'une cruauté inimaginable. Prenons l'exemple d'un chevalier nommé Vauru. Il capturait des voyageurs au hasard, les torturait et les pendait à un immense orme devant son château s'ils ne payaient pas de rançon. Un jour, il captura un paysan. Sa femme, enceinte, rassembla ses dernières pièces et apporta la rançon, mais Vauru avait déjà pendu le malheureux. Il prit l'argent et attacha la femme nue à l'arbre même où son mari avait été pendu. Cette nuit-là, elle et son nouveau-né furent dévorés vivants par des loups. De tels actes de chevalerie étaient de monnaie courante. Tandis que la noblesse se partageait le pouvoir, le peuple survivait comme il le pouvait. À Rouen, on mangeait des chats et des rats, et lorsque 12 000 femmes et enfants tentèrent de fuir la ville assiégée, les Anglais refusèrent catégoriquement de les laisser partir, les abandonnant à leur sort, mourant de faim dans la plaine entre les murs et le camp des envahisseurs. Jeanne voyait des foules de réfugiés traverser son village. Elle leur offrit son lit et dormit au grenier, écoutant leurs récits terrifiants. Une image se forma dans son esprit, le beau prince, le dauphin Charles, déchu de son trône, et la France, à l'agonie. Seul un miracle pouvait les sauver. Retournons au bureau de Baudricourt. Le capitaine observait Jeanne d'un air absent. Elle parlait de devoir, de vote, de sauver le pays. Robert, peu habitué aux mondanités avec les paysannes, l'interrompit soudain. « Écoutez, ma petite Jeannette, tout cela est bien beau, mais peut-être devrions-nous d'abord faire un joli bébé de vous ?» Il s'attendait à de la peur, des larmes ou de la coquetterie. Mais Jeanne ne broncha même pas. Elle le regarda avec le même calme que s'il était une mouche importune. « Non, monsieur Robert, Dieu ne le permettra pas. Je dois rester pur pour avoir de la force. » Baudricourt se dégonfla instantanément. Il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple folle. Cette jeune fille débordait d'énergie et affichait une confiance étrange, presque effrayante, qu'il céda malgré lui. « Quand voulez-vous partir ?» demanda-t-il. La réponse fut brève. « Mieux vaut aujourd'hui que demain. Mais demain vaut mieux que de remettre à plus tard. » Ainsi commença une histoire qui allait changer le cours de la guerre et faire trembler toute l'Europe.
Jeanne ignorait encore que l'armure, les bannières et un bûcher l'attendaient, mais le premier pas était déjà franchi. Baudricourt se rendit, mais ce n'était que le début. Pour comprendre la force qui animait cette jeune fille de 18 ans, il faut remonter un peu plus loin, au moment où l'odeur de brûlé envahit son village natal d'Domrémy. Lorsque les bandits partirent, ils ne laissèrent derrière eux que cendres et larmes. Des dizaines de familles furent menacées de famine. Et c'est alors que quelque chose se brisa dans le cœur de la jeune Jeanne. Elle n'était plus une enfant comme les autres, tandis que ses camarades dansaient en rond, Jeanne passait des heures à l'église ou à soigner les malades. On chuchotait, les garçons se moquaient d'elle, mais personne ne se doutait de rien. Au fond de cette jeune fille discrète, une véritable flamme brûlait. Elle n'avait que 13 ans lorsqu'elle entendit des voix pour la première fois. Saint-Michel, Catherine, Marguerite. À ses yeux, elles étaient plus réelles que ses voisins. Mais au-delà du mysticisme, ces voix faisaient écho aux souffrances de toute la France. Jeanne absorbait avidement chaque nouvelle, une légende populaire circulait. Le pays serait détruit par une femme et sauvé par la pucelle du bois de chêne. Et lorsque Jeanne comprit que la femme qui le détruisait était la reine Isabeau, qui avait trahi son propre fils, le mystère s'éclaira. La pucelle du bois de chêne, c'était elle, c'était son destin. Mais comment une simple paysanne pouvait-elle atteindre le dauphin à travers un pays ravagé par la guerre? Le premier obstacle était sa propre famille. Le père de Jeanne, Jacques d'Arc, était furieux. Son imagination s'emballait et il imaginait des scènes honteuses. Sa fille fuyant avec les soldats, devenant prostituée. Il lui hurlait au visage « Si tes frères ne te tuent pas, je te noierai de mes propres mains ». Sa mère tenta un stratagème plus rusé. Marier sa fille rebelle, un prétendant fut trouvé, qui porta même plainte contre Jeanne, affirmant qu'elle lui avait promis le mariage. Ses parents jubilèrent, pensant que la justice l'écraserait. Mais ils sous-estimèrent sa détermination. Jeanne se mit en route à pied pour la ville de Toul, témoigna au tribunal et, chose incroyable pour l'époque, gagna son procès. C'était comme si le destin mettait sa force à l'épreuve. Lorsque les Anglais réduisirent Domrémy en cendres, Jeanne comprit qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle retourna à Vaucouleurs voir le capitaine Baudricourt. Il avait encore des doutes. Pour vérifier si la jeune fille s'était possédée par un démon, il fit même venir un prêtre muni d'un aspergillume. Jeanne se contenta de sourire calmement en réponse à l'exorcisme. Sa confiance était contagieuse. Bientôt, le chevalier Jean de Metz vint la voir. Il regarda la jeune fille fragile et demanda avec ironie « Quoi, ma chère, allons-nous tous devoir devenir anglais ?» Mais à sa réponse, l'expression du chevalier changea. Il lui tendit la main et promit de la conduire auprès du roi. La route vers Chinon traversait 150 lieues en territoire ennemi. Les routes grouillaient de pillards et de patrouilles anglaises. Jeanne se fit une queue de cheval et revêtit des vêtements d'homme. C'était plus sûr et plus pratique. Le petit détachement de 7 hommes quitta les portes de Vaucouleurs à la faveur de la nuit. Au moment de se séparer, Baudricourt déboutonna son épée et la tendit à Jeanne. « Va, quoi qu'il arrive !» Ils chevauchèrent la nuit, enveloppant les sabots de leurs chevaux de chiffon pour les faire taire. Ils traversaient à la nage des rivières glacées et dormaient à même le sol humide, enveloppés dans une simple couverture. Au début, ses compagnons masculins tentèrent de se moquer grossièrement de la Sainte Vierge, la menaçant de faux raids anglais, mais Jeanne se contenta de rire de leur tentative de la duper. Son calme désarmait même les guerriers les plus ardents. L'épreuve la plus périlleuse les attendait le 7e jour de leur voyage. 6 déserteurs se cachaient dans l'épaisse végétation à un virage. C'étaient des bandits pour qui une vie humaine ne valait pas plus qu'un verre de vin bon marché. Ils savaient qu'ils transportaient une prophétesse et calculaient déjà la rançon. Le plan était simple. Attaquer par surprise, tuer les hommes, ligoter la jeune fille et la jeter dans un fossé jusqu'à l'arrivée de l'argent. Les minutes s'étiraient comme une éternité. Les maraudeurs serraient la garde de leurs couteaux. Soudain, les cavaliers apparurent. 1, 2 et 3, 6 pères dieux furieux fixèrent la cavalerie. Mais quelque chose clochait. Au lieu d'une paysanne apeurée, ils virent un groupe d'hommes serrés les uns contre les autres, lourdement armés. En tête, un jeune page, au regard si glacial et si sûr de lui, glaça le sang des assaillants. Les chevaliers, d'un même mouvement, empoignèrent leurs épées. Un des compagnons de Jeanne s'avança à cheval et aboya « Et vous, sortez de là !» Les bandits, la queue entre les jambes, sortirent des buissons en marmonnant qu'ils cherchaient à manger. Ils observèrent le détachement passer, encore hésitant à attaquer. L'un d'eux cracha et croassa « Oh, imbécile !» Il ne se rendait pas encore compte que l'histoire de France venait de se dérouler sous ses yeux. Jeanne continua son chemin vers Chinon, où une rencontre avec le roi l'attendait, une rencontre qui allait changer le monde à jamais.
De qui avez-vous peur? Laissez filer une telle proie » grogna l'un des bandits en observant la troupe qui battait en retraite. Assis dans les buissons, la queue entre les jambes, ils hésitaient encore à attaquer. « Et avez-vous remarqué, » murmura soudain un troisième, « que ce jeune homme est une femme déguisée ?» Les bandits ignoraient encore que l'histoire de France venait de leur échapper. Jeanne avançait vers Chinon, le cœur lourd. Elle voyait son pays se désintégrer. Tandis que les Anglais se rapprochaient, les Français se déchiraient en bandes rivales et s'entretuaient. « Si le dauphin me fait confiance, je réglerai ce problème », pensa-t-elle. L'armée doit devenir une armée du peuple, et non une bande de mercenaires pillant leurs propres paysans. Pour saisir l'ampleur de la tâche qui attendait le dauphin Charles, il fallait comprendre son isolement. Sa cour à Chinon ressemblait davantage à un refuge pour aristocrates désargentés qu'au siège d'un souverain légitime. Charles était effrayé, méfiant et au bord du gouffre. Il s'entourait de conseillers qui redoutaient le moindre murmure et préféraient y négocier avec l'ennemi, ne serait-ce que pour préserver leur domaine. Dans ce contexte, l'arrivée d'une jeune fille prétendant parler à Dieu semblait une farce dangereuse. Les courtisans murmuraient, était-elle une sorcière? Les bourguignons l'avaient-ils envoyée pour discréditer définitivement le roi? Alors que Jeanne approchait du château, elle sentait le temps lui être compté. Chaque jour de retard coûtait des centaines de vies. Elle était préparée à toute épreuve, question de théologien, examen de sa lignée, épreuve d'honneur. Elle savait que si elle parvenait à convaincre le roi, à faire naître en lui une étincelle de foi, même les chevaliers les plus lâches la suivraient. Elle ne demandait ni titre, ni or. Elle ne demandait que le droit de mourir pour la France si Dieu l'exigeait. Chinon l'attendait, le château où se jouait le destin de tout un peuple. Elle chevauchait vers sa légende, ignorant que l'histoire avait déjà commencé à écrire son nom en lettres d'or, sans même lui demander son avis. Mais avant de pouvoir pénétrer dans la salle du trône, elle devait surmonter l'obstacle le plus difficile, la méfiance de ceux qu'elle était venue sauver. Et ce fut son plus grand combat. Un combat non pas à l'épée, mais avec un esprit plus tranchant que l'acier. Elle savait que la vérité était de son côté, et la lumière dans ses yeux était la seule chose capable de dissiper les ténèbres qui avaient jadis enveloppé le grand royaume. Jeanne s'avança, et son voyage n'était que le début d'une longue et tragique quête d'immortalité. 11 jours de voyage exténuant s'étaient achevés. À l'horizon, dans la lueur pourpre du soleil couchant, le château se dressait. Des murs d'un blanc immaculé, des remparts finement ouvragés et des flèches s'élançant vers le ciel printanier. Chinon les attendait. Le but pour lequel ils avaient traversé la moitié du pays était enfin atteint. Le chaos régnait au château. Charles VII, que le peuple surnommait avec un sourire amer le roi des Bourges, était plongé dans une profonde confusion. On l'informa qu'un messager et 2 chevaliers de Vaucouleurs étaient arrivés. Le roi s'apprêtait justement à dîner. Debout sur ses jambes maigres et arquées, il ne savait que faire. Devait-il les inviter à table? Mais on ne lui servit que 2 poulets affamés et un maigre gigot de mouton, à peine suffisant pour lui et sa femme. Charles était une figure tragique, inspirant la pitié. Il ne possédait qu'un minuscule lopin de terre dans le sud, pris en étau entre ses ennemis. Il n'était ni reconnu comme souverain légitime, ni couronné roi. Mais le plus humiliant de tout, c'est que le roi de France était réduit à la misère. La situation devint si désespérée que son propre cordonnier, maître Jacques, lui essaya de nouvelles chaussures et, réalisant qu'il n'avait pas d'argent pour les payer, les lui retira simplement, les enveloppa dans un chiffon et s'en alla. Le roi endura cet affront sans trouver un mot à dire. Cette nuit-là, Charles ne put fermer l'œil. Il fit des cauchemars. Le pont de Montereau, le sifflement d'une hache et le visage de sa mère, celle qu'il avait vendue à ses ennemis. Il comprit, Orléans était le dernier rempart. Si la ville tombait, les Anglais lui transperceraient le cœur d'une flèche. Et puis, cette jeune fille apparut, une prophétesse ou simplement folle. Ce matin-là, ceux qui régnaient véritablement sur ce qui restait du pays se réunirent dans les appartements royaux. Chambellan la Trémouille, gros, insolent et couvert d'or, tenait le roi prisonnier de sa richesse et abhorrait tout changement. « Il faut livrer cette sotte aux chiens !» tonna-t-il. L'archevêque Regnault, homme à l'esprit subtil et au cœur de glace, se tenait non loin. Il avait compris, si la jeune fille pouvait véritablement guider le peuple, il fallait s'en servir. Ils décidèrent de monter une mise en scène, une épreuve qui démasquerait l'imposteur. La Trémouille imagina une farce exquise, que cette sainte femme trouve elle-même le roi parmi la foule des courtisans. Il était certain que Jeanne s'approcherait de lui, car lui, le chambellan, était vêtu plus richement que quiconque dans la pièce. C'est le soir du 8 mars 1429. La salle d'audience de Chinon est baignée par la lumière de 50 énormes torches.
c'est un véritable défilé de vanité. Des dames en velours, coiffées de hauts de forme vertigineux, des messieurs chaussés de souliers aux bouts perlés démesurément longs. Et au milieu de tout ce luxe, Charles lui-même. Il a délibérément revêtu son plus vieux pourpoint noir en lambeaux et s'est fondu dans la foule tentant de se faire passer pour un fonctionnaire subalterne. Les portes s'ouvrirent brusquement. Une silhouette apparut sur le seuil, plongeant la pièce dans le silence. Ce n'était pas une dame élégante, mais un jeune homme en costume de drap noir, les cheveux coupés en rond. Zana. Elle entra avec assurance, sans la moindre gêne. Des milliers de regards la transpercèrent, certains avec moquerie, d'autres avec une froide curiosité. La trémouille bombait le ventre, drapé de velours écarlates, et se figea, anticipant le triomphe. Il s'imaginait littéralement cette jeune fille se jetant à ses pieds, le prenant pour un monarque. Toute la cour retint son souffle. Une erreur signifierait déshonneur et exil immédiat. Mais la simple paysanne de Domrémy voyait au-delà de l'or et des fourrures. Elle cherchait celui dont le regard cachait à la fois la peur et le dernier espoir d'une France agonisante. Jeanne fit le premier pas et le silence dans la salle devint presque insoutenable. Des dizaines de regards, froids et moqueurs, transpercèrent la jeune villageoise. Le regard de Jana passait d'un visage à l'autre. Où était-il? Où était celui pour qui elle avait fait tout ce chemin? Ce vieil homme au visage lourd et renfrogné? Non, trop arrogant. Cet homme en soutane au sourire mielleux, pas de taille non plus. Soudain, le cœur de Zana se serra. Ces messieurs tirés à 4 épingles se moquaient-ils d'elle? La colère et le ressentiment lui montèrent à la gorge et elle était prête à serrer les poings et à fuir ce repère de trompeurs. Mais soudain, elle se figea. Derrière les courtisans étincelants, des yeux effrayés et fixes la fixaient. Un petit corps maigre se plaqua littéralement contre le mur, cherchant à disparaître. C'était lui. Toute la confusion et la peur de Jeanne s'évaporèrent en une seconde. La foule s'écarta à contre-cœur et elle s'avança d'un pas assuré, indifférente à l'or et à la soie. Devant elle se tenait non pas un prince charmant, mais un homme misérable, pitoyable et abandonné. Le seul dans cette pièce qui inspirait non pas la crainte, mais une profonde pitié, presque maternelle. Jeanne s'agenouilla et lui tendit les mains. « Bonjour, cher dauphin, que Dieu vous accorde une vie heureuse. » Sa voix résonna d'une telle sincérité que les masques des courtisans tombèrent aussitôt. L'homme rondouillard et élégant qui incarnait le roi devint pourpre de colère et quitta la salle en trombe, tandis que l'archevêque, vêtu de sa robe, applaudissait avec satisfaction. La représentation était terminée, l'histoire commençait. Jeanne prit son pauvre Charles par la main et l'emmena à l'écart. Elle lui murmura des paroles d'espoir, l'assurant qu'il était le seul héritier légitime de France. Ce soir-là, Charles VII sourit pour la première fois depuis longtemps. Mais la joie du roi fut de courte durée. Dès que Jeanne fut partie, le doute l'assaillit de nouveau. Ses conseillers se divisèrent aussitôt en 2 camps. L'archevêque Regnault de Chartres, fin politicien aux mains blanches et manucurées, voyait en la jeune fille une chance de victoire. Mais le sire de Trémouille, principal courtisan, était fou de rage. Il hurlait que cette diabolique fille ruinerait tout, qu'elle avait été envoyée par Satan pour déshonorer la France devant les Anglais. Le roi, ce misérable, comme on l'appelait en secret, hésitait entre les deux, ne sachant à qui se fier. Finalement, ils décidèrent de la mettre à l'épreuve. Enfermer Jeanne dans la tour Coudray sous étroite surveillance. La vie au château était étrange. D'un côté, il y avait la haute tour, les marches de pierre usées et le regard vigilant de 2 dames. De l'autre, les gens affluaient vers elle. Le page Louis de Comte, âgé de 15 ans, tomba sous le charme de son enthousiasme et était prêt à la suivre jusqu'au bout du monde. Même des nobles commencèrent à venir lui rendre hommage. Mais l'invité le plus important fut le duc d'Alençon. Svelte et raffiné, il revenait tout juste de captivité en Angleterre et était assoiffé de vengeance. Lorsqu'il vit Jeanne chevaucher à travers la vallée de la Vienne, telle une chevalière aguerrie, il crut enfin à un miracle. Le duc lui offrit son meilleur cheval et devint son fidèle allié. Cependant, les ennemis ne dormaient pas. Trémouille continuait de comploter et l'archevêque fut contraint de prendre une décision risquée. Pour faire taire définitivement les sceptiques, Jeanne fut envoyée à Poitiers pour y être jugée par de sévères théologiens. La jeune fille, elle espérait aller à Orléans pour combattre, mais elle se retrouva au contraire dans un véritable purgatoire intellectuel. À Poitiers, des hommes en robe noire, au regard avide, l'attendaient. Ses professeurs de théologie, misérables et malfaisants, avaient décidé de la torturer. Ils l'enfermèrent dans la maison d'un fonctionnaire, lui interdirent de sortir et commencèrent un interrogatoire interminable. Chaque jour, 5 ou 6 hommes la bombardèrent de questions. « Pourquoi Dieu a-t-il besoin de soldats s'il est tout-puissant ?» demanda un moine corpulent avec sarcasme.
Jeanne le regarda comme s'il était fou. Les soldats se battront et Dieu leur donnera la victoire. Pendant 3 semaines, ils la tourmentèrent, cherchant à la prendre en flagrant délit d'hérésie. Ils lui reprochèrent de porter des vêtements d'homme, de ne pas connaître le latin. À un moment donné, la patience de Jeanne atteignit ses limites. Lorsqu'un autre dominicain, frère Seguin, commença à lui poser des questions interminables dans son horrible dialecte, elle rétorqua « Mes voix parlent français et bien mieux que les vôtres ». L'assemblée retint son souffle. Et lorsqu'on l'interrogea sur le signe, elle leva fièrement la tête. « Je ne suis pas venu ici pour faire des tours. Donnez-moi une armée, envoyez-la à Orléans, et là vous verrez mon signe en action. » Les théologiens étaient là perplexes. D'un côté, il y avait cette jeune fille insolente qui rejetait leur sagesse livresque. De l'autre, un avantage politique. Si elle chassait véritablement les Anglais, leurs terres et leurs revenus leur seraient restitués. L'épreuve finale, la plus délicate, restait à franchir. Pour écarter tout lien avec le diable, une commission de respectables matrones devait confirmer sa virginité. Jeanne subit également cette humiliation. Lorsque le verdict de pureté fut rendu, même les plus sceptiques restèrent de muets. Le comte Dunois envoyait déjà des dépêches d'Orléans assiégées, exigeant l'envoi de la pucelle. La machine de guerre était lancée, et désormais, même toute la puissance de la couronne anglaise ne pouvait arrêter cette paysanne. Elle avait atteint son but. La voie vers la grande bataille était libre. Les pairs de Poitiers n'étaient certainement pas des imbéciles. Ils comprenaient que s'ils rejetaient celui en qui le peuple voyait son dernier espoir, ils risquaient eux-mêmes d'être mis en pièces. Une lettre rédigée avec une extrême prudence, truffée de réserves et de « mais », par laquelle les ecclésiastiques tentèrent de se prémunir contre toute éventualité, fut envoyée à Chinon. La lettre exhalait littéralement une profonde réticence, mais elle était là, l'autorisation officielle d'un miracle. Pour Jeanna, ces semaines furent une véritable épreuve. Imaginez une jeune fille simple et illettrée face à une foule d'hommes versés en théologie et en intrigue. Ce mélange d'hypocrisie, de malice et de sectarisme l'épuisa plus encore que les jours de marche sous la pluie. Puis, par une belle journée d'avril, elle sortit pour la première fois après sa longue retraite. Elle était aveuglée, mais pas seulement par le soleil. Des milliers de personnes l'attendaient dans les rues de Poitiers. Artisans, apprentis, mères avec leurs enfants. Ils criaient son nom, cherchaient à toucher ses vêtements ou ses cheveux. Beaucoup avaient les larmes aux yeux. À cet instant, Jeanne comprit une vérité simple et profonde. Ce ne seraient ni les rois, ni les évêques qui sauveraient la France. Ce serait le peuple. Tant qu'elle serait avec ce peuple, elle ne craindrait rien. Sa grande compassion pour sa patrie en perdition, partagée par des milliers de cœurs simples, se mua en une force capable de déplacer des montagnes. Pendant ce temps, au cœur de la France, Orléans suffoquait. Regardez une carte de l'époque. Orléans est bien plus qu'une simple ville. C'est la clé de toute la France du Sud. Qui contrôle Orléans est maître de la Loire et de toutes les routes. Les Anglais avaient de masser leurs meilleures troupes devant ces remparts. Ils avaient érigé un anneau de bastions fortifié autour de la ville, transformant le siège en un étranglement méthodique. Chaque jour, la ville perdait des hommes, chaque jour, l'espoir s'évanouissait avec ses provisions. Les Orléanais fixèrent les remparts, attendant la fin. Ils ignoraient qu'à cet instant précis, quelque part au loin, à Poitiers, leur destin était déjà scellé. La pucelle marchait vers eux. Et à chaque pas qu'elle faisait, les murs des bastions anglais s'affaiblissaient un peu plus et la peur dans le cœur des envahisseurs devenait un peu plus tangible. L'histoire s'apprêtait à connaître son tournant le plus incroyable. Le chemin de la légende était tracé et Jeanne devait maintenant prouver que ses paroles n'étaient pas de simples prières, mais un ordre du destin lui-même. Elle était prête, la France était prête. Et Orléans attendait sa libératrice, ignorant qu'il s'agirait d'une jeune fille en armure aux yeux flamboyants. Si Orléans tombait, le roi Charles n'aurait aucune chance de sauver la couronne. Les Anglais le comprenaient au mieux que quiconque. À l'été 1428, une armée à l'odeur de mort glaciale approcha des remparts de la ville. Il ne s'agissait pas d'une simple foule, mais d'une force d'élite sous le commandement du comte de Salisbury. Des centaines de chevaliers, des milliers d'archers dont les flèches pouvaient percer les armures à 100 pas de distance, et une artillerie de pointe capable de réduire n'importe quelle forteresse en poussière. Les Orléans se préparèrent au pire. Ils commencèrent par incendier leur propre faubourg, privant ainsi l'ennemi de tout refuge et de toute source de profit. Ils remplirent les entrepôts de tonnes de poissons salés et de viande séchée, transformant la ville en un tonneau hermétique.
Les remparts étaient hérissés de canons, mais les Anglais agissaient méthodiquement, tels des bourreaux. Ils s'emparèrent des tourelles, une puissante forteresse gardant le pont sur la Loire, coupant ainsi complètement la ville de la rive sud. Et alors se produisit un événement que les soldats superstitieux des deux camps appelleraient plus tard le doigt de Dieu. Le comte de Salisbury, le célèbre vainqueur d'Azincourt, grimpa au sommet de la tour Tourelle pour contempler ses futures conquêtes. Il ôta son casque afin de mieux scruter la ville à travers une étroite embrasure. À cet instant précis, un jeune garde posté sur les remparts, laissé sans surveillance près d'un canon, décida de tirer sur les positions ennemies. Le seul coup de feu de la journée retentit. Un boulet de pierre frappa le rebord d'une fenêtre et un éclat de mur, tel une lame géante, arracha littéralement la moitié du visage du comte. Salisbury s'effondra, mort. Les Anglais venaient de perdre leur meilleur commandant au moment le plus critique du siège. Mais même cette défaite n'épargna pas les Français du déshonneur. En février, une bataille grotesque, presque comique, eut lieu, que les historiens appelleront la bataille des Harengs. L'armée française avait toutes les chances d'intercepter le convoi de ravitaillement anglais. Elle bénéficiait de la supériorité numérique et de l'effet de surprise. Mais au lieu de passer à l'attaque, les nobles se querellèrent sur des questions de rang et d'ancienneté. Le comte de Clermont interdit que la bataille commence sans sa présence, désirant s'attribuer toute la gloire. Pendant que les Français tergiversaient, les Anglais parvinrent à construire une fortification de chariots et à abattre les assaillants à bout portant. Le résultat fut tragique. Des centaines de cadavres, du poisson salé éparpillé sur le champ de bataille et un effondrement total du moral. Après ce déshonneur, tous s'enfuirent d'Orléans. Les chevaliers, que la ville avait nourris pendant des mois, s'échappèrent comme des rats d'un navire en train de couler. Les riches citoyens avaient déjà entamé des négociations secrètes en vue de la reddition, afin de préserver tant bien que mal leurs biens. Tout semblait perdu. La France était à vif, et Orléans dépérissait lentement. Et c'est à cette heure la plus sombre qu'un étrange murmure commença à parcourir les rues de la ville assiégée. D'abord discret, presque imperceptible, il se mua bientôt en un rugissement. Elle arrive. La pucelle de Lorraine est déjà en route. Elle n'est pas de noble naissance, mais l'une des nôtres, une roturière. Elle a imploré le roi de lui envoyer des soldats et vient lever le siège. Le comte Dunois, le seul commandant à ne pas avoir abandonné la ville, comprit vite que cet espoir était leur dernière chance. Il envoya messager après messager. « Envoyez la pucelle, seule elle peut faire reprendre les armes à ce peuple. » Orléans se souleva. Les habitants commencèrent à aiguiser leurs lances et à attendre. Ils ignoraient encore que cette paysanne illettrée allait bientôt changer le cours de l'histoire européenne. Mais ils sentaient qu'un miracle était proche. Jeanne de Domrémy était en route et son destin était désormais inextricablement lié à celui de la France. Jeanne répétait souvent « J'aime mon épée, mais j'aime 40 fois plus ma bannière ». Pour elle, l'épée était un présage de mort et la bannière blanche un symbole de vie et de volonté divine. Elle haïssait sincèrement les envahisseurs et rêvait d'effacer toute trace de leur passage de sa terre natale, mais refusait catégoriquement de verser le sang. Elle acquit son armure légendaire à Tours, ville d'artisans de grand talent. C'est là, sur ordre de Charles, qu'une armure de chevalerie complète, d'un acier blanc éclatant, fut forgée pour elle. Quand on montra cette armure à Jeanne pour la première fois, elle rayonna comme une enfant recevant un cadeau de Noël. Mais la réalité fut plus dure que prévu. Pour l'enfiler, la jeune fille dut s'allonger sur le sol pendant que plusieurs personnes fixaient les plaques d'acier avec des sangles et des lacets. Lorsqu'on la remit sur pied, Jeanne pouvait à peine bouger. Le métal grinçait, s'enfonçant dans sa chair, et chaque pas était un effort surhumain. Les armuriers la rassurèrent, elle devrait s'habituer au poids, après tout, au combat, elle serait la plupart du temps à cheval. Mais l'armure ne constituait qu'une partie de l'image. Jeanne avait besoin d'un symbole particulier. Elle se souvint de l'ancienne chapelle de Fierbois où de vieilles lames étaient conservées sous l'autel. De là, elle reçut une épée rouillée marquée de 5 croix. Une fois nettoyée, la rumeur commença à circuler. C'était l'arme même avec laquelle Charles Martel avait jadis vaincu les ennemis de la chrétienté. Cependant, la plus grande passion de Jeanne était sa bannière. Elle trouva un artiste écossais qui réalisa sa vision. Une immense toile blanche ornée de lys dorés et d'une image de Dieu. Sur une face figurait un mot que chaque paysan et chaque soldat comprenait. Paix. Jeanne embrassa la bannière et jura de ne jamais s'en séparer. À Blois, où l'armée se rassemblait, Jeanne fut confrontée à la dure réalité de la guerre. La ville grouillait de troupeaux de bétail, de barils de poudre, de piles de piques et de lourds canons. Les guerriers les plus aguerris de France s'y étaient réunis. La Hire, Pothon-Saintrailles, le maréchal de Boussac.
Et cette jeune fille de 18 ans commença à imposer ses conditions. Elle exigea une discipline de fer, interdiction de boire, de jurer et de laisser des femmes au camp. Les capitaines désapprouvèrent la commandante en chef en armure blanche. Même Lahir, aux cheveux grisonnants et connu pour son langage ordurier, prenait soin de peser ses mots en sa présence. Les soldats la considéraient non seulement comme une chef, mais comme une sainte, ce qui effraya les nobles, qui se retrouvèrent soudain relégués au second plan dans leur propre armée. Avant son discours, Jeanne dicta un ultimatum aux Anglais. Le texte était audacieux. « Donnez à la pucelle les clés de toutes les villes conquises. Partez en paix, ou je vous forcerai à partir. » Elle proposait sincèrement d'éviter un massacre, mais les Anglais se moquèrent de la lettre, la prenant pour les divagations d'une folle. Le 27 avril, l'armée se mit en route. 600 chariots, des centaines de têtes de bétail et des milliers de soldats s'étendaient le long de la route. Jeanne ouvrait la marche sur un cheval blanc. Pour s'habituer au poids de l'acier, elle ne quittait pas son armure, même la nuit. Au matin du lendemain, son corps la faisait souffrir comme si elle avait été torturée sur le chevalet, mais elle serra les dents et remonta en selle. Puis éclata le premier affrontement sérieux. Lorsque l'armée atteignit le fleuve, Jeanne entra dans une colère noire. Il s'avéra que les capitaines, craignant une confrontation directe avec les Anglais, l'avaient trompée et avaient mené leurs troupes sur la rive opposée à Orléans. Entre elles et leur objectif s'étendait la Loire. Le comte Dunois, qui la rencontra, tenta de justifier cette manœuvre par des raisons tactiques, mais Jeanne resta inflexible. « Vous pensiez m'avoir trompé, mais vous vous êtes trompé vous-même. Faire traverser un tel colosse au vu et au su de l'ennemi était quasiment impossible. » Finalement, l'armée fut renvoyée à Blois, et Jeanne fut persuadée d'entrer dans la ville par bateau. Le 29 avril, à la faveur du crépuscule, elle pénétra dans Orléans par la porte de Bourgogne. La ville Elle escalada la barricade et cria aux capitaines anglais, exigeant la levée du siège. En réponse, le commandant anglais, Glasdell, la couvrit d'injures, la traitant de bergère et de prostituée. Jeanne, malgré toute sa force, éclata en sanglots de douleur. C'était une grande guerrière, mais aussi une jeune fille vulnérable. Essuyant ses larmes, elle lança une prophétie. « Vous partirez, c'est certain, mais vous, Glasdell, vous ne vivrez pas assez longtemps pour le voir. » Les propositions de paix étant terminées. L'heure des armes avait sonné. Jeanne essuya ses larmes. Le commandant Glasdell pouvait l'appeler comme bon lui semblait, mais il avait commis une erreur fatale. Il avait pris sa compassion pour de la faiblesse. La prophétie s'était réalisée. Le capitaine anglais ne reverrait jamais sa terre natale. Le temps de la paix était révolu, l'ère de fer et de sang s'annonçait. Les ennemis refusèrent de négocier et Orléans devint un véritable chaudron. Une foule immense grouillait devant la maison de Jacques Boucher où la pucelle logeait. On était prêt à enfoncer les portes, ne serait-ce que pour toucher son armure ou croiser son regard. Pour tenter d'apaiser cette ferveur, Jeanne passait ses journées à errer. Elle patrouillait les remparts, inspectait les gardes, priait dans les églises, son regard scrutant chaque fortification ennemie. Le lundi 2 mai, elle fit une sortie audacieuse. Chevauchant en demi-cercle le long de la Bastille anglaise, elle scrutait chaque fossé et chaque remblai. Elle étudiait sa future proie. Mais dès mercredi, la situation était devenue critique. L'armée de Blois était retardée. Des rumeurs malveillantes commencèrent à se répandre dans la ville. Trahison, on disait que le maréchal de Boussac avait fui et que les mercenaires avaient été dissous. Jeanne, telle une mère bienveillante, rassura les habitants, leur assurant que l'armée arriverait saine et sauve. Et elle avait raison. À l'aube, les guetteurs aperçurent un ruban d'acier à l'horizon. L'armée traversait la vallée de la Beauce. Lorsque les convois de chariots et les soldats entrèrent enfin dans la ville, Jeanne poussa un soupir de soulagement, le premier depuis longtemps. Elle s'apprêtait à dîner avec son fidèle écuyer, Dolonne, lorsque Dunois entra dans la pièce. Le bâtard d'Orléans apporta la nouvelle. Des renforts accouraient vers les Anglais menés par Sir John Fastolf, le même vainqueur de la bataille des Harengues. Jeanne changea instantanément d'attitude. Elle menaça, sur le ton de la plaisanterie, de couper la tête de Dunois s'il lui cachait l'approche de l'ennemi. Tous rirent. Mais la plaisanterie ne contenait qu'un fond de vérité. La pucelle sentait que ces nobles complotaient quelque chose dans son dos. Et elle avait raison. Un complot se tramait contre Jeanne. Pour l'entourage du roi Charles VII, une jeune paysanne illettrée n'était qu'un instrument commode, une marionnette sacrée à porter en tête de l'armée comme un étendard. Jamais il n'aurait imaginé que cet enfant se mettrait à dicter sa loi à des stratèges chevronnés et à imposer son ordre aux soldats. L'archevêque de Reims et les autres nobles étaient horrifiés. Ils voyaient comment la foule la reconnaissait comme sa chef.
Et un chef populaire représente toujours une menace pour ceux qui ont l'habitude de régner par droit du sang. Il se souvenait des rébellions sanglantes du passé et craignait qu'une victoire remportée par le peuple ne se transforme en leur propre défaite. Un plan se mit rapidement à germer, destituer Jeanne de son commandement, la cantonner au rôle d'idole pour la foule et s'accaparer les véritables victoires. Les capitaines décidèrent d'agir en secret. Leur cible était le Fort Saint-Loup, isolé. Ils ne voulaient pas que la Pucelle participe à la première bataille, craignant que sa mort ou son succès ne ruine leur plan. Mais ils sous-estimèrent une chose. Jeanne n'était pas une simple marionnette. Elle était le feu même qui avait déjà commencé à consumer l'ancien ordre. Le matin où les Français décidèrent d'attaquer Saint-Loup sans elle, Jeanne dormait après une journée exténuante. Soudain, elle se redressa d'un bond, comme foudroyée. Elle sentit le goût du sang. Elle perçut la mort des Français. Sans perdre un instant, elle revêtit son armure, saisit sa bannière et se précipita vers son cheval. La ville s'embrasa. Les gens virent la Pucelle courir vers les portes et se lancèrent à sa poursuite. Lorsque Jeanne arriva sur le champ de bataille, la situation était critique. Les Français battaient en retraite sous le feu nourri des archers anglais, perdant leur force et tout espoir. Mais dès qu'ils aperçurent la bannière blanche flottant au-dessus de la tête d'une jeune fille en armure étincelante, leur peur se dissipa. Jeanne ne criait pas d'ordre, elle criait des prières et des appels aux armes. Elle fut la première à se précipiter dans le fossé, s'exposant à une pluie de flèches. Les soldats, prêts à fuir un instant auparavant, se transformèrent en berserkers furieux. Ils voyaient en devant eux non seulement un commandant, mais un symbole d'invincibilité. Le Fort Saint-Loup tomba en quelques heures. Les Anglais, habitués à la lâcheté de la noblesse française, furent stupéfaits par l'assaut de roturiers mené par une jeune femme. Ce fut la première victoire. La première brèche dans le mur de la domination anglaise. Et ce soir-là, à Orléans, on célébra non seulement la prise d'un bastion, mais aussi la naissance d'une France nouvelle. Jeanne revint en ville, couverte de poussière, avec une bannière ensanglantée, mais les yeux brillants de détermination. Elle savait que l'ennemi était encore puissant, que les nobles comploteraient, mais elle savait aussi autre chose, Dieu était de son côté. Et cela signifiait que chaque pas les rapprocherait de la libération finale. Orléans s'anima. Les cloches des églises sonnèrent et les gens s'étreignirent dans les rues, oubliant la faim et la peur. Jeanne, de retour chez Jacques Boucher, demanda d'abord à manger, puis pria longuement. Elle savait que le sang coulerait à flots. Elle savait que le chemin de la victoire serait pavé des corps de ceux qui croyaient en elle. Mais elle savait aussi que c'était la seule voie. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à illuminer les flèches de la cathédrale, Jeanne était déjà sur pied. Elle inspecta de nouveau les remparts, s'adressa une fois encore aux soldats et leur insuffla de nouveau la foi. Elle savait que les Anglais ne lui pardonneraient jamais cette défaite. Elle savait qu'ils préparaient une contre-attaque. Mais elle savait aussi que plus personne dans cette ville ne craignait la mort. Et c'était précisément ce qui les rendait invincibles. L'histoire de Jeanne d'Arc ne faisait que commencer. Et tous ceux qui la virent ce jour-là comprirent, le monde ne serait plus jamais le même. La Pucelle de Lorraine n'était pas seulement venue lever le siège. Elle était venue changer le cours de l'histoire. Et Orléans n'était que le premier acte de cette grande et tragique pièce où le rôle principal était confié à celle qui ne savait pas lire, mais qui pouvait lire la volonté du ciel. Les commandants anglais comptaient sur une solution simple. S'ils prenaient le fort rapidement, Jeanne se rendrait compte que sa présence n'était qu'une gêne et se retirerait. Mais la nature avait doté cette jeune fille d'une qualité qui faisait cruellement défaut aux politiciens chevronnés. Une intuition quasi animale. Le 4 mai, alors que la Pucelle, épuisée par sa patrouille matinale, s'allongeait pour se reposer, elle se leva d'un bond. « Lève-toi !» cria-t-elle à son écuyer. « Dolonne, je sens le combat !» Tandis qu'il enfilait son armure, déconcerté, un grondement grandissant monta de la rue. Les Français avaient attaqué Saint-Loup à son insu et subissaient une défaite humiliante. Jeanne sortit en trompe de la maison, s'empara de la bannière au passage et courut vers la porte de Bourgogne. Là, une scène terrifiante se déroula devant elle. Des soldats fuyant en panique, abandonnant leurs blessés. « Halte !» tonna sa voix par-dessus la foule, couvrant les cris d'horreur. « Ne tournez pas le dos à l'ennemi, en avant !» Elle bloqua la retraite des soldats et un phénomène étrange se produisit. Les soldats, qui tremblèrent de peur un instant auparavant, semblèrent renaître à la vue de leur vierge. Jeanne ne se contenta pas de mener l'attaque, elle agit comme une commandante née. Apercevant les troupes principales de Talbot sortir des bois pour secourir les Anglais assiégés, elle réorganisa aussitôt sa milice, formant un bouclier humain. Le célèbre général anglais marqua une pause, il comprit, l'occasion était passée.
La forteresse de Saint-Loup fut prise d'assaut, la garnison anglaise anéantie jusqu'au dernier homme, et le fort lui-même fut bientôt rasé. C'était la première grande victoire après des mois de siège, et elle fut remportée contre la volonté de la noblesse. Mais les conspirateurs ne cédèrent pas. Le soir du 5 mai, les capitaines se réunirent de nouveau en conseil secret chez le chancelier Cousineau. Dunois proposa un plan diabolique. Ils décidèrent d'utiliser Jeanne et la milice populaire comme appât, laisser la foule attaquer les principales forces anglaises sur la rive droite, les attirant ainsi ailleurs. Pendant que les Anglais massacreraient les roturiers, les nobles chevaliers s'empareraient discrètement de la forteresse principale, Tourelle, et s'attribueraient toute la gloire. Quand Jeanne fut invitée dans la salle éclairée par la faible lueur des torches, elle resta longtemps silencieuse, scrutant les visages des capitaines. Ils lui mentaient, proposant une attaque insensée et dissimulant leurs véritables intentions. La pucelle sentait la trahison. Elle comprit qu'elle devrait combattre non seulement les Anglais, mais aussi ceux qui se prétendaient à ses alliés. Jeanne lança un regard noir aux silhouettes figées des commandants et soudain frappa du pied. « Dites-moi, qu'avez-vous vraiment décidé ?» Sa voix monta en un cri. Elle savait qu'on ne lui avait révélé que la partie émergée de l'iceberg. Dunois tenta de se défiler, évoquant la diplomatie, prétendant qu'elle ne l'avait pas écouté jusqu'au bout, mais Jeanne n'était pas dupe. Elle comprit immédiatement le point essentiel de son discours confus. La tourelle, c'est là qu'il faut frapper. Et toutes ces manœuvres astucieuses au Fort Saint-Laurence n'étaient qu'un écran de fumée. Jeanne se contenta de sourire à Dunois, amusé par sa fausse politesse, et conseilla à tout le monde d'aller se coucher. Mais elle n'avait aucune intention de dormir. Il lui fallait trouver ceux qui iraient réellement au combat, la milice de la ville. Dans l'obscurité, près de l'arsenal, elle rencontra un homme de grande taille vêtu d'une cape noire. C'était Jean de Montclair, le légendaire artilleur. Les Anglais le craignaient comme le feu. Ce farceur adorait faire le mort au cœur de la bataille, et lorsque l'ennemi accourait joyeusement vers son canon, il bondissait et tirait une telle salve que les assaillants n'étaient plus que des souvenirs. Jeanne le savait, demain l'artillerie déciderait de tout. Soit à la porte de Bourgogne à l'aube, lui murmura-t-elle, le matin du 6 mai commença par un scandale. Des miliciens bloquaient la rue, mais les portes étaient verrouillées. Le sénéchal de Gaucourt, le visage empreint de dégoût, refusait de laisser sortir la foule, réservant la sortie aux chevaliers. Jeanne était furieuse. « Vous êtes un homme ignoble !» lui cracha-t-elle au visage. « Ces gens sortiront de toute façon et feront leur œuvre. » La foule plaqua Gaucourt contre le mur et le vieil homme, sentant qu'il allait être piétiné, ordonna d'ouvrir les verrous. La traversée de la Loire fut un véritable enfer. Faute de bateaux en nombre suffisant, les gens furent transportés par groupes jusqu'à l'île, puis un pont fut construit à l'aide de chalands. Lorsque Jeanne posa le pied sur la rive, le premier fort anglais était désert. L'ennemi s'était replié sur la puissante fortification de Saint-Augustin. Jeanne aperçut les tours de la tourelle se dressant vers le ciel. Elle comprit. Ni les chevaliers ni le peuple ne pouvaient s'en emparer seuls. L'artillerie était nécessaire, mais les artilleurs étaient retardés. Jeanne retourna en hâte à la ville pour presser les traînards, mais elle se heurta à un mur de haine. Les capitaines étaient furieux que la milice agisse seule. Dunois déclara même que le plan avait échoué et que les Anglais allaient maintenant attaquer Orléans en personne. Jeanne lui rit au nez. « Les Odons ne bougeront pas. Ils nous craignent plus que nous ne les craignons, lança-t-elle. Pendant que la ville était en proie aux querelles, le chaos éclata sur la rive gauche. Abandonnée par ses commandants, la milice prit d'assaut Saint-Augustin. Ce fut un désastre. Les Anglais se mirent à tirer sur les troupes comme sur des cibles. Les Français prirent la fuite. À ce moment critique, Jeanne apparut au carrefour. Elle vit la foule de fugitifs et comprit « Si on ne les arrêtait pas maintenant, tout serait perdu. »« En avant, suivez-moi, vous tous qui m'aimez !» cria-t-elle en se jetant au cœur de la bataille. Les Anglais étaient stupéfaits. Ils poursuivirent des lièvres quand soudain la sorcière apparut devant eux, bannière déployée. L'effet psychologique fut dévastateur, l'ennemi vacilla et s'enfuit vers le fort. Lorsque l'artillerie de Montéclair arriva le soir venu, le sort de Saint-Augustin fut scellé. Jeanne d'Arc escalada elle-même le rempart et planta la bannière. Pour mettre fin au pillage, elle ordonna d'incendier le monastère conquis. Un gigantesque feu de joie illumina le ciel nocturne. Tout semblait indiquer une victoire. Mais cette nuit-là, un messager du conseil vint trouver Jeanne. Les capitaines avaient décidé de renoncer à l'attaque. « Nos forces sont faibles, nous attendrons le roi, dit-elle. Jeanne était abasourdie. Elle comprit qu'il voulait piller toutes les provisions de la ville et attendre l'arrivée des renforts anglais. C'était presque de la trahison. « Dites-leur, ils ont eu leur conseil. Et j'ai le mien ?» répliqua-t-elle. Au matin, la ville était en effervescence.
Les capitaines avaient officiellement annulé l'assaut, mais la population se dirigeait vers la maison de Zana. Elle vint à leur rencontre et refusa de leur offrir le petit déjeuner. « Gardez le poisson pour ce soir, dit-elle en souriant à son hôtesse. Je traverserai le pont et je ramènerai un godon affamé. » L'assaut des tourelles était suicidaire. Un fossé, un talus abrupt, de l'eau bouillante et du goudron dévalant des hauteurs. Jeanne s'empara d'une échelle et fut la première à se jeter dans le fossé. Et alors, ce que tous redoutaient se produisit. Une flèche lui transperça l'épaule, perçant son armure. La Vierge tomba. Les Français battirent en retraite, horrifiés. Les Anglais exultèrent. La sorcière était blessée. Son pouvoir avait disparu. Jeanne était allongée dans l'herbe et pleurait. Non pas de douleur, mais de frustration face à l'échec de l'assaut. Une minute plus tard, elle retira elle-même la flèche de sa blessure, on lui appliqua un bandage huilé et elle se releva. Les capitaines n'en croyaient pas leurs yeux. Dunois ordonna la retraite, comme pour dire que le soleil se couchait et qu'ils reprendraient le lendemain. Jeanne courut vers le trompettiste et lui arracha son instrument des mains. Un dernier effort. « Regardez, ils sont épuisés !» Elle envoya son porte-étendard, Dolonne, dans le fossé. « Attention à la bannière, quand elle touchera le quai, la ville sera à nous. » Et la bannière toucha les pierres, une foule immense submergea les fortifications. Les Anglais, voyant Jeanne ressusciter au sommet du rempart, paniquèrent. À cet instant précis, les Orléans attaquèrent de l'autre côté du pont. Le commandant anglais, Glasdell, tenta de guider ses hommes le long du tablier en bois, mais les habitants poussèrent une barge enflammée, remplie de goudron, sous le pont. Les piliers s'embrasèrent. Jeanne cria à Glasdell « Rendez-vous, je vous plains !» Mais le fier chevalier se retourna avec haine. L'instant d'après, le pont s'effondra et Glasdell, dans sa lourde armure, sombra au fond de la Loire. À 10 heures du soir, au son incessant des cloches, Jeanne revint à Orléans en traversant le pont effondré. Blessée, épuisée, elle peinait à rester en selle. La ville entière pleurait de joie, les gens lui tendèrent les mains et elle flottait dans le brouhaha comme en rêve. On la déposa sur son lit et elle sombra dans l'inconscience, le bourdonnement rythmé des cloches résonnant encore dans son esprit. Orléans était sauvé, la ville était éveillée. Toute la nuit du 7 au 8 mai, le son des cloches résonna au-dessus des toits. Jeanne, blessée et épuisée, sombra dans un profond sommeil, tandis qu'à quelques kilomètres de là, dans le camp anglais, se jouait le sort de la guerre. John Talbot, l'un des commandants les plus redoutables d'Angleterre, fixait la ville d'un regard crispé. Il s'agrippait si fort à la rambarde de la tour de guet que ses ongles s'enfonçaient dans le bois. Il attendait un miracle des renforts de Fastolf, mais l'horizon restait désert. Talbot était un guerrier trop expérimenté pour ne pas le comprendre, c'était fini. Le siège, qui avait duré 200 jours, s'était essoufflé. Désormais, ce n'étaient donc plus les Anglais qui resserraient de leur étau. Ils étaient devenus eux-mêmes la cible. Le matin du 8 mai, un événement inimaginable se produisit parmi les habitants. Une immense armée anglaise sortit de ses fortifications et se déploya en ordre de bataille. Les bannières flottaient au vent, les armures luisaient sinistrement au soleil. Était-ce vraiment une attaque ? Les capitaines français s'attendaient déjà à une proie facile en rase campagne, mais Jeanne, à peine capable de tenir debout, restait calme. Elle savait qu'il n'y aurait pas de combat. Après avoir patienté environ 1 heure devant les remparts, les Anglais firent de volte-face et s'en allèrent. Ils se replièrent vers l'ouest, abandonnant tout, canons, boulets, vivres et même leurs camarades blessés. Le siège fut levé 9 jours seulement après l'apparition de la fillette de Dom Rémy. Et c'est là que les choses se compliquent. Tandis que le peuple exultait et démolissait les bastions anglais, les commandants français se réunissaient dans la confortable demeure du chancelier. Savez-vous ce qu'ils firent en premier ? Ils oublièrent d'inviter Jeanne. Les nobles se mirent alors à rédiger un rapport pour le roi. Dans cette lettre, ils décrivaient avec force détail leurs exploits, leurs plans brillants et leurs nuits blanches. Et Jeanne ? Ils ajoutèrent une brève phrase à la toute fin. La pucelle participa également à certaines batailles. Un cynisme de première catégorie, mais l'histoire ne s'écrit pas seulement à l'encre. Elle s'écrit aussi avec le sang sur le champ de bataille. La victoire d'Orléans ébranla le pays tout entier. Le mythe de l'invincibilité anglaise éclata comme une bulle de savon. Il s'avéra que les Godons, si vantés, pouvaient y être vaincus, noyés et chassés. La guérilla se développa à travers la France. Jeanne l'avait compris. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Charles VII accueillit Jeanne avec une joie feinte, la couvrant de baisers et d'étreintes. Mais dès que la conversation aborda le sujet de l'argent pour l'armée, le monarque français se trouva soudain ruiné. Son trésor était vide pour la guerre, mais il avait toujours de quoi gâter ses favoris. Cependant,
Jeanne n'avait plus besoin des largesses du roi. Des milliers de volontaires affluèrent à sa suite. Paysans abandonnèrent tant leurs charrues, artisans leurs ateliers, et même des nobles désargentés hypothéquèrent leurs derniers biens pour acheter épées et armures. Fin mai, 12 000 hommes s'étaient rassemblés sous sa bannière. C'était une véritable armée populaire qui n'avait aucune intention d'attendre les ordres de courtisans décadents. La première cible était la forteresse de Jargeau. Le duc d'Alençon en était nominalement le commandant, mais en réalité, il luttait simplement pour ne pas s'évanouir de terreur. Alors que Jeanne l'entraînait littéralement dans l'assaut, les jambes du pauvre duc fléchirent. « En avant, cher duc, avez-vous peur ? J'ai promis à votre femme de vous ramener vivant. » l'encouragea-t-elle sous une pluie de flèches. Au plus fort de la bataille, une énorme pierre lancée par une catapulte frappa Jeanne en plein visage. Elle s'écroula dans le fossé. Un instant de silence, des cris d'horreur, puis soudain, elle se releva d'un bond, leva son étendard et cria « En avant, les Anglais sont à nous !» Ce fut un tournant décisif. La ville tomba. Le commandant anglais, le comte de Suffolk, tenta de fuir, mais fut cloué au pont. Plutôt que de se rendre à un simple soldat, il adouba son ravisseur sur le champ, au cœur de la bataille. L'honneur fut sauvé, mais l'armée était perdue. Puis vint le 18 juin, jour de la bataille de Patay. Aujourd'hui, cette bataille apparaît soit comme un miracle, soit comme une erreur monumentale. 5000 guerriers anglais aguerris contre 1500 Français. Les Anglais bénéficiaient de meilleures positions et d'archers légendaires. Les Français, eux, n'avaient que leur fureur. Et alors, l'impensable se produisit. L'armée anglaise fut anéantie en quelques heures, 2500 ennemis tués contre une poignée de Français. Le légendaire Talbot fut capturé et le courageux Fastolf s'enfuit du champ de bataille, abandonnant ses hommes à leur sort. Quand Jeanne arriva sur les lieux du massacre, elle ne se réjouit pas. Elle pleura. Elle vit un garde français frapper un Anglais prisonnier à la tête avec une pique, simplement parce qu'il était pauvre. Jeanne sauta de son cheval, s'assit sur le sol ensanglanté et prit la tête de l'ennemi mourant entre ses mains, tentant d'apaiser ses derniers instants. Ce jour-là, elle devint enfin pour toute la France non seulement une commandante, mais la pucelle d'Orléans. La route de Reims s'ouvrait devant elle et rien au monde ne pourrait plus l'arrêter. Tandis que Jeanne pleurait les morts, un homme courait si vite qu'on aurait dit que tous les démons de l'enfer étaient à ses trousses. C'était John Fastolf. Le chevalier anglais avait sauvé sa vie, mais avait tout perdu. Dans son pays, il fut déchu de tous ses ordres et son nom devint à jamais synonyme de lâcheté et de honte. Pendant ce temps, dans le camp des vainqueurs, des passions bien différentes faisaient rage. Le vaniteux duc d'Alençon lança une pique venimeuse au principal prisonnier, le légendaire et intrépide Talbot. « Aviez-vous imaginé ce matin que les événements se dérouleraient exactement ainsi ?» demanda-t-il d'un ton moqueur. L'Anglais, regardant le prince d'un air sombre, murmura simplement entre ses dents serrées « La fortune de la guerre est capricieuse ». Et ces mots contenaient toute la vérité de cet instant. La victoire de Patay retentit dans tout le pays avec autant de force que la libération d'Orléans. Les cloches sonnèrent dans toutes les cathédrales et le nom de la Vierge fut béni dans chaque foyer. Même les grands seigneurs féodaux qui, auparavant, appelaient Charles le roi de Bourges avec dédain, comprirent soudain le cours des événements. Le puissant duc de Bretagne, maître de la duplicité, commença à se rapprocher des Français. Philippe de Bourgogne lui-même, désabusé par les Anglais, commença à envisager sérieusement une trêve. Désormais, même dans les rapports officiels, le nom de Jeanne figurait en bonne place, les autres capitaines n'étant mentionnés qu'en passant. Tandis que le pays était en liesse, de sombres complots se tramaient dans le dos de Jeanne. Le connétable de Richemont, voyant l'influence grandissante de la jeune fille, décida de l'enlever. Ce noble considérait les gens comme des trésors. Il avait déjà formé un spécialiste en la matière, un certain Andreu de Beaumont. Le plan était simple, capturer Jeanne et exiger une rançon exorbitante du roi. Mais au dernier moment, tout s'écroula. Le mercenaire perdit son courage. Il craignait que les soldats, qui vénéraient littéralement leur pucelle, ne le mettent en pièces sur le champ. Jeanne se présenta donc de nouveau devant son dauphin au château de Saint-Benoît. 3 mois et demi seulement s'étaient écoulés depuis leur première rencontre, mais le temps lui semblait une éternité. Jadis, elle n'était qu'une pauvre fille, objet de moqueries et d'un accueil hostile. Aujourd'hui, un jeune homme au teint hâlé et aux manières raffinées marchait devant les courtisans. Elle portait des collants de soie noire, un gilet de brocart bleu brodé d'or et un luxueux manteau d'or. Elle avait l'allure du plus illustre des nobles, et ceux qui l'avaient raillée la veille ôtaient désormais leur chapeau et s'inclinaient à ses pieds. L'accueil fut pourtant glacial.
Le roi l'enlaça, exprimant sa compassion pour ses souffrances, mais sa voix était dénuée de chaleur. Seule transparaissaient des froideur, méfiance et hostilité contenue. Jeanne ressentit cette vive douleur mais retint ses larmes. Elle s'agenouilla devant Charles. « Ô mon dauphin, il n'y a plus de temps à perdre. Vous devez vous rendre à Reims pour être couronné et devenir le monarque légitime. Hâtez-vous, car le temps presse et il ne me reste plus longtemps à vivre. » Ces mots, annonçant une mort imminente, résonnèrent dans le silence de la salle comme une sinistre prophétie. Un véritable tumulte éclata à la cour. Les conseillers ne comprenaient pas comment cette simple figure avait pu devenir reine et gouverner le peuple. L'archevêque de Reims, homme rusé, comprit que si l'on ne pouvait éliminer Jeanne, il faudrait la réhabiliter. Une vaste campagne de désinformation fut lancée. Des rumeurs se répandirent à travers la France, selon lesquelles la venue de la Vierge aurait été prédite par le magicien Merlin. L'Église commença à affirmer que Jeanne n'était rien, un simple instrument de la volonté divine. Cette stratégie visait délibérément à la discréditer auprès du peuple. On prétendait qu'elle n'était pas une héroïne populaire, mais un miracle divin, un objet auquel il était interdit aux paysans et aux citadins de s'approcher. Jeanne reçut des armoiries et une suite, mais elle se sentait infiniment seule. Au milieu des paillettes de l'or et des sourires hypocrites des nobles, elle se sentait plus étouffée que lors de la plus sanglante des batailles. Elle était témoin de leur haine et de leur envie. Les prêtres cherchaient à s'emparer de son âme, exigeant de nouveaux miracles, tandis qu'elle ne rêvait que d'une chose, accomplir son devoir. L'idée de marcher sur Reims se heurta à une vive résistance. Le principal conseiller du roi, l'avis de Trémouille, craignait de perdre le pouvoir. D'autres nobles souhaitaient une lutte acharnée et s'enrichir personnellement. Mais le peuple soutenait Jeanne. 30 000 volontaires s'étaient rassemblés à Gien. Ces hommes ne suivaient pas un salaire, mais leur dame. Cette puissante vague ne pouvait plus être freinée par aucune intrigue. Le 27 juin, l'armée se mit en marche vers le nord-est. La route traversait des terres dévastées, en proie à la famine et aux embuscades. Le premier scandale éclata près d'Auxerre. Les autorités municipales refusèrent d'ouvrir les portes et, au lieu de prendre d'assaut la forteresse, de Trémouille accepta un pot de vin de 10 000 écus d'or. Content, il se caressa le ventre, ravi que la campagne soit profitable, ignorant tout de ce qui l'attendait à Troyes. La ville où la France avait jadis été trahie et vendue à ses ennemis. Là, derrière de hauts murs, se jouait le sort de la couronne tout entière. Les autorités de Troyes avaient déjà verrouillé les portes, prêtes à tenir bon, sans se douter que ce n'était pas seulement une armée, mais l'histoire elle-même qui marchait contre elle. Tandis que les autorités de Troyes éclataient de rire en lisant la lettre de la folle, l'histoire, déjà, se chargeait de les punir. Elles la traitèrent de poule sotte qui avait voulu jouer un tour au coq et Hilard jetèrent ses lettres au feu. Mais au-delà des remparts, le rire allait bientôt laisser place à une horreur glaciale. Vendredi 8 juillet, sous la tente du roi Charles VII, le désespoir est palpable. Ses conseillers sont aussi sombres qu'un nuage d'orage. L'armée languit sous les murs de Troyes depuis 4 jours. Les soldats meurent de faim et seule une retraite honteuse les attend. Des chefs expérimentés murmurent au roi qu'il faut partir avant qu'il ne soit trop tard. À cet instant, elle apparaît à la porte. Pâle, calme, guidée par sa seule intuition. Jeanne ne demande pas, elle insiste. « Cher dauphin, vous entrerez dans la ville dans 3 jours au plus tard. » L'archevêque de Reims, s'accrochant à cette illusion, est prêt à attendre 1 semaine. Mais Jeanne prend une décision ferme. « Vous serez là demain. » À ce moment-là, des hoquets remplacèrent enfin les rires sur les remparts de Troyes. Maître Léguisé gravit la tour pour se moquer des fous, mais s'arrêta net. Devant lui, s'étendait une mer d'acier, des milliers d'armures et de cottes de mailles. Et plus loin, juste au bord des douves, sous une bannière blanche, filait cette poule. Elle-même larguait des fascines dans les douves, signalait les points faibles à l'artillerie et donnait des ordres comme si elle prenait des villes par centaines. Les bourgeois de Troyes comprirent vite que si les pauvres de la ville ouvraient les portes de l'intérieur, ils seraient tous perdus. Il était plus simple de leur remettre les clés et de sauver leur peau que de compter sur l'aide des Bourguignons. La ville tomba sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Mais le triomphe de Jeanne fut terni par une lâcheté. Alors qu'il quittait la ville, l'ennemi traîna avec lui les prisonniers français ligotés, les revendiquant comme sa propriété. Jeanne leur barra le passage. Elle saisit son épée et ordonna de fermer les portes. Soit nos hommes restent ici, soit vous ne sortirez pas vivants d'ici. Le roi Charles se contenta de soupirer lourdement. L'héroïne devenait trop gênante, trop honnête. Il fut contraint de racheter les prisonniers avec son trésor vide, maudissant la compassion excessive de la jeune fille.
Mais la machine historique était déjà lancée. Les villes tombaient les unes après les autres comme des dominos. Chalon tendait les clés sur un plateau d'argent et le 16 juillet, la silhouette de la grande cathédrale se dessinait à l'horizon. Le voyage était terminé. L'armée de la Libération était entrée à Reims. La ville resta éveillée toute la nuit. Les trottoirs étaient de dégagés, les façades ornées de fleurs. Mais derrière les festivités se cachait un mensonge. La véritable couronne de Charlemagne appartenait aux Anglais. Il leur fallut improviser. Ils trouvèrent une couronne dorée dans la sacristie, l'ajustèrent et récupérèrent quelques vieux insignes royaux. À 9 h du matin, les sons de l'orgue firent trembler les murs de la cathédrale. Jeanne se tenait là, au milieu des pierres délicates et des vitraux colorés, et sentait sa mission toucher à sa fin. Elle contempla Saint-Michel dans la rosace et pleura de joie. Mais à cet instant précis, d'autres regards se posèrent sur elle. L'archevêque Regnault de Chartres posa la couronne sur la tête de Charles, mais une haine profonde bouillonnait en lui. Premier chancelier de France, homme habitué à tirer les ficelles du pouvoir, il se retrouvait aujourd'hui relégué au second plan. Toute la cathédrale, tous les regards, des nobles aux derniers soldats, étaient rivés non pas sur le monarque mais sur la jeune fille en armure qui se tenait près de l'autel. Elle était devenue un étendard, elle était devenue la France elle-même. Et une pensée obsédait le prélat. Elle avait rempli sa mission. Il était temps de la faire disparaître. Elle était devenue trop dangereuse. Lorsque leurs regards se croisèrent, Jeanne ne vit que le masque de glace de l'homme d'église. Et lui, le regard brûlant et perçant d'une paysanne qui le perçait à jour. À peine les derniers jumeaux de la prière prononcés, le festin des vautours commença. Le gâteau était partagé à la cour. Titres, terres, coffres d'or, tout cela s'abattait sur les courtisans qui, la veille encore, tremblèrent de peur à la simple mention des Anglais. Trémouille devint comte, Gilles de Retz, maréchal. Et Jeanne, lorsque le roi, feignant la gratitude, lui demanda un souhait. Elle ne demanda ni château ni titre, pas même le droit de porter les armoiries familiales. Elle ne demanda qu'une chose, exempter d'impôts ses villages natals de Grès et d'Omrémy. La seule âme désintéressée dans cette fosse aux serpents où chacun ne pensait qu'à s'enrichir. Ce soir-là, tandis que Reims baignait dans l'ivresse du vin et des effluves de viande rôtie, Jeanne s'échappa du palais pour rejoindre la modeste auberge de l'Âne Rayé. Là, dans l'ombre, son père l'attendait. Ce même Jacques d'Arc sévère qui avait jadis menacé de noyer sa fille dans la Seine pour sa fugue imprudente. Il la regarda, vêtue d'une armure étincelante, et ne reconnut pas sa Jeannette. Il craignit que les fastes et la gloire de la capitale ne l'aient corrompue, qu'elle ne soit devenue arrogante, mais en lui parlant, il comprit qu'elle était restée la même jeune fille simple. Il faisait déjà petit matin alors que la conversation commençait à s'essouffler, lorsque durant la soie, le fidèle compagnon de Jeanne ne put plus se retenir. Il la regarda droit dans les yeux et lui demanda franchement « Dites-moi, n'avez-vous vraiment aucune peur ?» Jeanne resta longtemps silencieuse, fixant l'obscurité de l'aube, où semblait encore planer le regard haineux de l'archevêque. Finalement, elle répondit « Je ne crains rien d'autre que la trahison ». Elle ignorait encore que cette trahison même se tenait déjà derrière elle, vêtue de soie précieuse et d'une austère robe cléricale. Bien qu'elle crût en l'honnêteté de ses camarades, dans le brouillard londonien, le cardinal Winchester tissait déjà une toile dans laquelle elle était vouée à se trouver prise au piège. Cet homme ne se contentait pas de gérer des finances, il jonglait avec brio avec le destin de royaumes entiers. Imaginez, le pape lui confia des sommes colossales pour une croisade contre les hussites hérétiques. Et que fit Winchester ? Il leva une armée, mais l'envoya non pas en République tchèque, mais directement en France. Un stratagème aussi brillant que cynique. L'argent fut économisé, l'armée levée, et le visage du pieux pasteur demeura immaculé. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à l'arrivée d'une lettre du duc de Bedford. La nouvelle du couronnement du dauphin de France, Charles, à Reims, fut un coup dur pour le cardinal. Auparavant, il avait considéré Jeanne comme un simple désagrément passager, un malheureux malentendu, mais il comprenait désormais, cette maudite jeune fille était en train de ruiner tous ses plans. Winchester ne désespéra pas. Au contraire, il s'enferma dans son bureau et se mit à réfléchir. Son visage émacié, comme sculpté dans la pierre, n'exprimait qu'une détermination glaciale. Un plan se forma rapidement. Si la pucelle ne pouvait être vaincue sur le champ de bataille, il fallait l'anéantir dans l'esprit du peuple. Il devait prouver que son élu n'était pas un roi, mais un suppôt du diable. Cette nuit-là, un rire terrible, presque hystérique, retentit dans la salle faiblement éclairée. Les secrétaires frissonnèrent en regardant leur maître. Le cardinal avait ourdi un plan machiavélique, faire intervenir la Sainte Inquisition, accuser Jeanne de sorcellerie.
faire en sorte que les prêtres français eux-mêmes la déclarent hérétique. Après tout, si elle était la servante de Satan, le couronnement de Charles ne vaudrait rien, et il extorquerait l'argent nécessaire à ce procès à ces mêmes paysans français. Le plan était parfait. Il ne manquait qu'une chose, Jeanne elle-même. Elle était encore libre, à la tête de son armée. Pendant ce temps, Jeanne elle-même défilait dans un magnifique cortège royal. Des cris de joie résonnaient autour d'elle, et les gens pleuraient, cherchant même à toucher son cheval. Son âme rayonnait, emplie d'un amour immense pour ce peuple simple. Jeanne se tourna vers ses compagnons et leur confia à voix basse qu'elle ne rêvait que d'une chose, rentrer chez ses parents et déposer les armes pour toujours. À cet instant, l'archevêque de Reims, Regnault de Chartres, la foudroya du regard. « Connaissez-vous l'heure de votre mort ?» demanda-t-il. Il n'y avait aucune compassion dans sa voix, seulement un calcul froid. Il ne la voyait plus comme une héroïne, mais comme un étendard dangereux qu'il ne fallait pas abandonner à la foule. Pour lui, Jeanne était un cadavre vivant, dont le chemin vers la tombe était déjà scellé. Tandis que Jeanne rêvait de la quiétude de la Meuse et de son village natal, le roi Charles VII savourait son triomphe. Mais il se lassa vite des campagnes militaires. Il aspirait à ses châteaux confortables sur les bords de la Loire, au vin, à la paix et au calme. À la cour, des murmures de paix commencèrent à circuler. Mais Jeanne le savait, la paix sans liberté n'est qu'un répit pour l'ennemi. L'ennemi ne disparaîtra pas de lui-même. Cependant, ce qui suivit le couronnement ressemblait davantage à un spectacle interminable qu'à une campagne. Ce fut une guerre véritablement étrange. L'armée française s'enlisait tandis que les diplomates s'engageaient dans des négociations interminables et vaines avec le duc de Bourgogne. C'était un piège temporel. Le Bourguignon était rusé. Il promit de livrer Paris dans 15 jours, tout en attendant des renforts de Winchester. Et ils arrivèrent. 5000 soldats frais entrèrent dans la capitale, la transformant en une forteresse imprenable. Jeanne voyait les précieux jours s'écouler. Elle comprenait que sans Paris, toute leur victoire ne serait que des succès éphémères. Le 23 août, sans demander la permission au roi ni consulter le conseil, elle convoqua le duc d'Alençon. « Mon beau duc, préparez vos hommes, je veux voir Paris », déclara-t-elle d'un ton qui ne souffrait aucune objection. Le 8 septembre, jour de grande fête religieuse, l'assaut commença. Jeanne, confiante en ses forces, mena personnellement le premier corps jusqu'à la porte Saint-Honoré. Sous une pluie de flèches et de boulets de canon bourguignons, les soldats parvinrent à descendre dans le premier fossé. Il était sec et les murs semblaient de proches, la victoire à portée de main. Jeanne escalada rapidement le haut remblai, prête pour l'attaque décisive, lorsqu'elle se figea soudain. Un second fossé s'ouvrit devant elle, immense, large et rempli à ras-bord d'eau sombre et glacée. Cette erreur d'appréciation aurait pu coûter la vie à toute l'armée. Jeanne se tenait à découvert des archers ennemis, tandis que derrière elle, des milliers de guerriers attendirent le signal, ignorant qu'ils venaient de tomber dans un piège savamment tendu. Le calme avant la tempête ne dura qu'un instant, puis le ciel de Paris s'assombrit d'une pluie de flèches. Zana ne sourcilla même pas en voyant le piège de glace qui se dressait devant elle. Tandis que les flèches sifflaient autour d'elle, elle plongea simplement le mât dans l'eau sombre en sondant la profondeur. « Apportez tout ce que vous avez » lança-t-elle d'un ton sec. Ce fut un véritable enfer. Sous un feu nourri, les soldats transportaient des rondins et des planches, tentant de construire un passage à découvert, à la vue de l'ennemi. Les hommes sur la berge étaient à découvert, abattus à bout portant. Difficile d'imaginer combien de soldats périrent ce jour-là dans cette eau immonde, mais l'armée, réduite à l'ombre, continua son œuvre. Ils avaient confiance en leur vierge. Sur les remparts de Paris, Anglais et Bourguignons étaient saisis d'une peur viscérale. Ils tiraient tous les canons et toutes les coulevrines, voyant des montagnes de cadavres, mais les assaillants ne faiblissaient le pas. Ce n'étaient pas des hommes, c'étaient des démons. Et à leur tête se trouvait une sorcière, murmurait la ville. Les marchands fermèrent leurs boutiques, paniqués, et les fusiliers abandonnèrent leurs postes, fuyant se réfugier dans les églises. La ville était au bord du gouffre. À cet instant, Jana sentit un coup violent, mais aucune douleur. Une flèche lui transperça la cuisse, trouvant un point faible dans sa cotte de maille. Une simple égratignure, pensa-t-elle. Elle arracha un morceau de bois de sa chair, pressa sa main contre la plaie et s'accroupit au sol. Le sang coulait abondamment entre ses doigts, tachant son armure de pourpre. Elle le savait, un effort supplémentaire, un dernier effort, et la victoire serait à eux. Des échelles étaient déjà transportées vers les remparts. Les défenseurs de la ville s'étaient tus, leur ardeur épuisée. Puis, dans la pénombre naissante de septembre, un corps retentit. Mais ce n'était pas le signal d'une attaque décisive. C'était le signal de la retraite. Jeanne se dressa comme un oiseau blessé. «
Qui avait osé? De quel droit? Mais le corps sonna sans pitié. Les soldats épuisés, désemparés, abandonnèrent leurs échelles et sautèrent du talus. Elle fut littéralement traînée hors du champ de bataille par les bras. Elle résista comme une folle, les suppliant d'attendre 5 minutes, jurant que la ville allait tomber. Mais ils ne l'écoutèrent pas. Derrière elle, de Gaucourt souriait d'un air narquois. Il avait enfin vengé son humiliation à Orléans. Cette nuit-là, les chroniqueurs rapportèrent un événement étrange. Une grande joie régnait dans les conseils du roi de France et du régent d'Angleterre. Tandis que Jeanne pansait ses plaies, des intrigues se tramèrent dans son dos. Des complots qu'aucun guerrier n'aurait pu imaginer. Il s'avéra que le roi Charles VII et ses conseillers avaient conclu un accord secret. Par cet accord, ils s'étaient engagés à ne jamais prendre Paris par la force. Imaginez, Jeanne fut envoyée à l'assaut sachant d'avance qu'elle ne pourrait pas gagner. Pour lui couper définitivement la route de la victoire, les hommes du roi détruisirent en une seule nuit le pont qu'elle avait fait construire en guise de repli. Ce n'était pas seulement une défaite, c'était une trahison aux proportions bibliques. Ce soir-là, l'archevêque de Reims se réchauffait paisiblement les pieds près de la cheminée. À ses yeux, Jeanne était un instrument dangereux, devenu trop tranchant. Il la laissa délibérément tomber sous les coups de Paris afin que le peuple ne croie plus en sa sainteté. Dieu l'avait abandonnée, voilà ce qu'on était censé murmurer dans les rues. Le plan fonctionna à merveille. Le prestige de la pucelle fut anéanti, l'armée dissoute, et Jeanne elle-même commença à être promenée par le roi comme une prisonnière honorée, mais superflue. Mais Jeanne ne serait pas elle-même si elle se résignait. Par une radieuse matinée d'avril, elle quitta la cour royale sans un mot. Accompagnée d'une poignée de fidèles guerriers, elle se précipita vers le nord, à Compiègne. Cette ville devint le dernier bastion, un rempart au cœur des terres ennemies. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, était furieux. Ce rempart l'empêchait d'étendre son empire. Il lança toutes ses forces contre la ville, s'assurant le soutien des Anglais. À Compiègne, Jeanne fut accueillie en sauveuse, mais l'encerclement ennemi se resserrait déjà. Apercevant leur camp depuis les remparts, elle conçut une audacieuse sortie. Le plan était simple, frapper à 17h avant que les Bourguignons ne puissent se coordonner avec les Anglais. Mais avant la bataille, quelque chose se brisa en elle. Dans l'église Saint-Jacques, appuyée contre une colonne froide, Jeanne fut soudain envahie d'une mélancolie pesante et désespérée. Son cœur se serra douloureusement et un voile noir se forma devant ses yeux. Elle savait déjà avoir été trahie par ceux en qui elle avait confiance. Elle savait qu'elle était haïe à la cour. Dans le silence de l'église, où seules les bougies vacillaient dans l'obscurité, elle comprit. Son temps était compté. Les ennemis à l'extérieur ne représentaient que la moitié du danger. Le véritable péril ne l'attendait pas au-delà des remparts, mais dans les ombres qui, depuis longtemps, l'assaillaient depuis les appartements royaux. Malgré sa prémonition, elle se dirigea tout de même vers la sortie. Elle savait que sa mission n'était pas de gagner, mais de rester fidèle à elle-même jusqu'au bout. Et si c'était son dernier voyage, elle le parcourait la tête haute, même si le monde entier la croyait coupable. Dans cette église faiblement éclairée, elle sentait le temps même de ses miracles lui échapper inexorablement. La fin était proche, et elle n'avait pas l'odeur de la poudre d'une bataille victorieuse, mais celle de l'humidité viciée d'une cellule de prison. Il est 5 heures du soir. Le soleil se couche lentement, teintant les murs de Compiègne d'un pourpre presque sanglant. Jeanne d'Arc, vêtue d'une armure blanche éclatante et d'une cape de soie écarlate, s'élance hors des portes sur son cheval gris. Derrière elle, 600 guerriers fidèles. À cet instant, elle ignore encore que ce sera son dernier combat pour la liberté. Au début, tout se déroule à merveille. Les Français prennent d'assaut le camp ennemi et les Bourguignons battent en retraite dans la panique. Mais soudain, le capitaine Flavy, qui couvrait les arrières, donne un ordre étrange. Son unité fait brusquement demi-tour et se précipite vers la ville. Que s'est-il passé? Jeanne aperçoit un immense nuage de poussière à l'horizon, des renforts ennemis. Ils doivent te battre en retraite immédiatement, sinon le piège se refermera. Le chaos éclate. De braves guerriers se transforment instantanément en une foule terrifiée. Jeanne le comprend, si elle ne tient pas l'arrière-garde, ils seront tous massacrés. Elle se bat comme une lionne enragée, repoussant l'assaut et couvrant la retraite de ses hommes. Elle jette un coup d'œil à la forteresse. Dieu merci, le gros des Français a déjà atteint le pont. Les pertes seront légères. Et puis, il se passe quelque chose qui vous glace le sang. Le capitaine Flavy se tient sur les remparts. Il a une vue imprenable sur tout le champ de bataille. Il aperçoit une petite silhouette blanche drapée d'une cape écarlate qui repousse les ennemis et se replie lentement vers les portes du salut. Il attend, il compte les secondes.
Et lorsqu'il ne reste plus que quelques mètres jusqu'au salut, il se penche vers les gardes et leur donne un ordre bref. Un grincement assourdissant et rauque de chaînes résonne. Le lourd pont s'élève lentement, coupant Jeanne du monde. Ce n'était pas une erreur, c'était une trahison de sang-froid. Les guerriers qui n'avaient pas réussi à monter à bord se jetèrent à l'eau comme des petits pois et la Vierge se retrouva seule face à la foule frénétique d'ennemis. Quelqu'un parvint à la saisir par son manteau et à la faire tomber de sa selle. C'est fini. Et le roi alors, ce même Charles, qu'elle avait littéralement mené par la main jusqu'à la couronne, lorsqu'on lui annonça la capture de la pucelle, il se contenta de grimacer. Du remords? Non, plutôt un léger désagrément. Son favori, le gros sire de Trémouille, lui demanda avec sarcasme « Seriez-vous devenu trop riche pour payer sa rançon ?» Et le roi se tut. Jeanne était devenue un fardeau pour lui. Trop convenable, trop bruyante, trop sainte pour cette cour d'intrigants. Il lui avait déjà trouvé une remplaçante. Un berger du Gévaudan, censé lui aussi lire les présages. Il préférait oublier Jeanne comme un jouet cassé. Mais pour ses ennemis, elle représentait un butin inestimable. Pendant 6 mois, elle fut trimballée de château en château, de cachot en cachot. Les hautes intrigues politiques entrèrent en jeu. Le premier à arriver pour voir la captive légendaire fut Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Bon est bien sûr un surnom flatteur pour un homme dont le visage était ravagé par une terrible maladie et l'âme par une soif de pouvoir insatiable. Il pénétra dans la salle grise, entouré d'une suite de courtisans hilars, prêts à ridiculiser la sorcière d'Armagnac. Il s'attendait à voir un monstre ou une pauvre fille les briser. Mais lorsqu'il croisa son regard, un rire lui bloqua la gorge. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Il dégageait une force et une pureté si inhumaines que le duc, habitué à commander à des milliers d'hommes, se sentit soudain petit et souillé. Il se mit à hurler, à cracher et à l'inonder d'injures, mais il ne parvint toujours pas à lui faire baisser les yeux. Dans ce duel silencieux, le grand-duc fut vaincu par une simple paysanne. Cependant, la sainteté ne s'achète pas en politique. Une véritable chasse à l'homme fut lancée contre Jeanne. L'Inquisition la recherchait pour hérésie, l'Université de Paris pour sorcellerie. Et les Anglais simplement parce qu'elle les avait humiliés. Et c'est là qu'entre en scène le principal antagoniste de ce drame, l'évêque Pierre Cochon. Un homme qui a vendu sa patrie et sa conscience pour l'or anglais et la promesse d'un poste confortable à Rouen. Cochon était un maître de l'intrigue. Il avait compris que Jeanne ne pouvait être simplement tuée. Il fallait la détruire moralement. L'héroïne populaire devait être métamorphosée en créature du diable. Les négociations furent longues et cyniques. Le cardinal anglais Winchester mit sur la table 10 000 livres d'or, la rançon du roi. Cette somme aurait pu acheter une armée entière, mais les Anglais achetèrent une simple jeune fille de 18 ans. Zana croyait encore à la victoire. Elle ignorait encore que son destin s'était déjà joué dans ces pièces silencieuses où le parfum de l'encens se mêlait à l'odeur nauséabonde de la trahison. L'attendait un procès qui entrerait dans l'histoire comme le plus ignoble de tous les temps. 10 000 livres d'or, imaginez un peu. Au XVe siècle, une telle somme aurait permis d'acheter l'allégeance d'une province entière ou d'équiper une immense armée. Pourtant, le cardinal anglais Winchester a mis cette fortune sur la table pour une simple jeune fille de 18 ans. C'était le prix demandé par le roi et les Anglais étaient de généreux. Ils ne se contentaient pas d'un prisonnier, il leur fallait anéantir le symbole même de la résistance française. Tandis que l'évêque Cochon et le duc de Bourgogne marchandèrent dans des bureaux silencieux comme s'ils étaient à un marché aux bestiaux, Jeanne se trouvait au château de Beaurevoir. Le plus paradoxal était que, dans ce château, elle était entourée de femmes qui l'aimaient sincèrement. L'épouse et la tante du seigneur de Luxembourg supplièrent leur maître de ne pas livrer Jeanne aux Anglais. Elle la voyait non comme une sorcière, mais comme une sainte sauveuse de la France. Mais en politique, les larmes des femmes ne valent rien. Et que dire de la douce France, pour qui Jeanne s'est sacrifiée? C'est là que le véritable drame commence. Tandis que Jeanne languissait en captivité, la cour du roi Charles VII gardait le silence. On paya la rançon de son frère, de ses compagnons, mais on refusa d'entendre parler de la pucelle elle-même. Pire encore, l'archevêque de Reims envoya des lettres persuadant le peuple que Dieu avait abandonné Jeanne à cause de son orgueil. Imaginez le sentiment, avoir tout donné pour le roi et qu'il ne fasse même pas l'effort de vous sauver. Jeanne sentait l'étau se resserrer autour d'elle. Lorsqu'un homme au regard froid et mortel, l'évêque Cochon, jeta un coup d'œil dans sa cellule, elle comprit, tout espoir était perdu. Désespérée, elle prit une décision désespérée. Cette nuit-là, nouant des bandes de drap, Jeanne se jeta par la fenêtre d'une haute tour. Elle ne voulait pas se suicider.
Elle voulait la liberté ou la mort, n'importe quoi pour éviter de tomber aux mains des Anglais. La corde céda. On la retrouva sur les dalles de la cour, à peine vivante. Mais le destin fut impitoyable. À peine avait-elle repris conscience que l'affaire était conclue. Les Anglais bloquèrent les ports, portant un coup dur au commerce bourguignon, et le duc capitula. Jeanne fut emmenée enchaînée à Rouen, au cœur de la Normandie anglaise. Le voyage fut extrêmement périlleux. Les soldats anglais haïssaient tellement la sorcière française que les officiers durent littéralement la combattre pour s'assurer de sa survie jusqu'à son procès. Alors que le macabre cortège pénétrait dans Rouen, Jeanne poussa un cri d'horreur. La ville l'accueillit avec une forêt de potences et un silence de mort. Le lieu qui allait devenir sa dernière demeure l'attendait. Imaginez les conditions de sa détention. Oubliez toute forme de galanterie. Le château de Bouvreuil devint un véritable enfer. D'abord, une cage de fer où elle ne pouvait que se tenir debout, enchaînée au cou et aux pieds. Puis, une cellule de pierre où elle était enchaînée à une énorme poutre de bois. 5 soldats brutaux la gardaient le jour et nuit. Ils la maintenaient éveillée, la réveillant chaque nuit en hurlant « Debout, sorcière, le feu est déjà allumé !» C'était une torture professionnelle par l'insomnie, destinée à briser sa volonté avant son procès. Ainsi débuta, le 21 février 1431, ce que les historiens qualifieraient de procès modèle. Une véritable armée d'intellectuels se dressa contre une simple paysanne illettrée. 300 hommes, évêques, docteurs en théologie et juristes chevronnés. Ironie du sort, la quasi-totalité d'entre eux étaient de Français payés en or anglais. Jeanne entra dans la salle d'audience épuisée, vêtue de vêtements d'homme usés, les poignets marqués par les chaînes. Mais dès qu'elle ouvrit la bouche, les juges comprirent que la victoire ne serait pas facile. Interrogée sur son nom, elle répondit avec simplicité et majesté « Au village, on m'appelait Jeannette, et en France, Jeanne ». Dès le premier jour, elle a défié cette puissante machine judiciaire. Elle a refusé de prêter serment, déclarant qu'elle garderait le silence sur ses révélations, même sous la menace de mort. Lorsque l'évêque lui a interdit de tenter de s'évader, elle a rétorqué « Je ne vous ai pas donné ma parole et le désir de s'évader est légitime pour tout prisonnier ». Ce fut une joute oratoire. 300 sages tentèrent de la piéger, de la déstabiliser par les subtilités de la théologie, mais Jeanne tint bon. Elle était plus forte qu'eux tous, car elle défendait la vérité, tandis qu'eux n'avaient que l'argent et des ambitions politiques. Les juges, furieux, hurlèrent et levèrent les poings, réalisant que cette petite fille enchaînée était en train de transformer leur procès exemplaire en leur propre déshonneur. Face à l'échec des débats publics, les inquisiteurs changèrent de tactique. Fini les foules et les regards indiscrets. Le jury se transforma en un cercle restreint de conspirateurs réunis dans une pièce exiguë pour interroger secrètement. Un véritable cauchemar commença le 10 mars. Jeanne fut interrogée dans sa cellule 2 voire 3 fois par jour. Si auparavant le procès avait ressemblé au purgatoire, il devint un véritable enfer. On la bombarda de milliers de questions, mêlant l'important au futile, cherchant à l'épuiser et à la prendre en défaut à la moindre inexactitude. Théologiens et prêtres s'accrochèrent aux subtilités du rituel, espérant que cette simple paysanne commettrait une erreur fatale. Ils déchaînèrent contre elle l'artillerie lourde. Le théologien émérite Jean Beaupère, sommité de l'Université de Paris. Lui et ses collègues l'attaquèrent avec une telle violence que Jeanne dut littéralement se défendre. « Messieurs, je vous en prie, pas tous en même temps. Je n'ai tout simplement pas le temps de vous répondre. » Mais Jeanne n'était plus la jeune fille naïve d'il y a 2 ans. Elle comprit que ce n'était pas seulement sa vie qui était en jeu, mais l'honneur de toute sa patrie. Là où son savoir la faisait défaut, son bon sens inflexible la sauva. Beaupère décida de porter le coup fatal. Il posa une question destinée à la piéger, sans issue possible. Il demanda « Jeanne, êtes-vous sûre d'être en état de grâce ?» C'était une question à double tranchant. Dans la théologie médiévale, on croyait que nul ne pouvait être certain de son salut, car cela relevait de l'orgueil. Si elle répondait par l'affirmative, elle était une hérétique, ayant succombé au péché d'orgueil. Si elle répondait par la négative, elle reconnaissait que ses voix et ses visions ne venaient pas de Dieu, mais du diable, car un pécheur ne peut entendre les saints. Quelle que soit sa réponse, l'accusation était inévitable. Un silence pesant et oppressant s'abattit sur la salle d'audience. Les juges retenaient leur souffle, anticipant le triomphe. Ils s'attendaient à des larmes, à la peur, à des tentatives de justification. Mais Anna leva simplement la tête. Ses yeux, toujours brûlants d'une flamme intacte, croisèrent ceux de Beaupère. Elle répondit avec une telle simplicité et une telle lucidité que l'assistance en resta bouche bée.
Si je ne suis pas en grâce, que Dieu me l'accorde, et si j'y suis, qu'il me la garde. » Beaupère pâlit. Même lui, qui avait consacré sa vie à l'étude des dogmes, resta sans voix. Jeanne avait réduit à néant leur construction juridique d'une seule phrase. Elle n'avait pas cédé à la provocation, n'avait pas fait preuve d'orgueil, mais elle n'avait pas non plus renié sa foi. Elle avait laissé la décision entre les mains de Dieu, se plaçant ainsi au-dessus de tous ces juges qui tentèrent de privatiser la volonté divine. Ce jour-là, un silence assourdissant s'abattit sur la salle. Les juges comprirent tôt que leur adversaire n'était pas une simple paysanne, mais une penseuse dont la foi surpassait ses diplômes. Ils ne pouvaient cependant reculer, l'enjeu était trop important et trop d'or avait déjà changé de main. Une nouvelle phase s'installa, l'épuisement. Jeanne, privée de sommeil, était tourmentée par des questions sur son intimité la plus profonde, cherchant le moindre lien avec la sorcellerie. On lui demandait à quoi ressemblait l'archange Michel, la couleur de ses cheveux, ce qu'il portait. On tentait de prouver que ces visions n'étaient que le fruit d'une imagination malade ou d'une obsession démoniaque. Mais Jeanne, malgré son épuisement, conserva une dignité remarquable. Elle ne leur laissa aucune chance de trouver le fil qui l'amènerait au bûcher. Et pourtant, derrière les murs de la cellule, à Rouen, les préparatifs du dénouement allaient bon train. Les Anglais n'allaient pas attendre indéfiniment. Il leur fallait un verdict, une sentence qui justifierait leur invasion et légitimerait leur domination sur la France. Ils firent pression sur Cochon pour qu'il accélère la procédure. L'évêque, se rendant compte qu'il perdait du terrain intellectuellement, commença à se montrer plus dur. Il ordonna que le procès-verbal soit rédigé de manière à servir l'enquête, déformant les propos de Jeanne et sortant des phrases de leur contexte. Ce n'était plus de la jurisprudence, c'était une farce vouée à la tragédie. Mais même face à ce mensonge, Jeanne trouva la force de résister. Elle exigea que le procès-verbal soit lu à haute voix, elle corrigea les juges, elle souligna les inexactitudes, faisant preuve d'une telle mémoire et d'une telle lucidité que les secrétaires qui prenaient à lire ses notes finirent tôt par la respecter. Mais que pouvait faire une jeune fille face à l'appareil d'État, soutenue par l'autorité de l'Église ? Prisonnière, les mains enchaînées, le corps amaigri par la faim et le manque de sommeil, sa seule défense était sa parole qu'elle maniait avec une habileté redoutable. Mais ses ennemis n'étaient pas prêts à jouer le jeu, ils préparaient déjà leur ultime argument. Un argument qui ne requérait ni logique ni théologie. Ils préparaient le feu. L'histoire, telle que nous la connaissons, est jalonnée de trahison, mais le cas de Jeanne d'Arc est unique. C'était un moment où tout ce en quoi la France croyait, la chevalerie, l'honneur, la foi, se heurtait au cynisme d'une ère nouvelle, où l'or dictait tout. Et dans ce conflit, Jeanne s'est imposée comme la seule à rester fidèle non seulement à ses idéaux, mais aussi à l'essence même de la dignité humaine. Elle était l'étincelle nécessaire pour illuminer les ténèbres dans lesquelles le pays sombrait. Et bien qu'à cette époque, elle sembla perdre, en réalité, elle avait déjà triomphé. Elle les a vaincus par son silence, sa riposte, sa fermeté. L'étape la plus terrible l'attendait, la dépression nerveuse. Comprenant qu'il ne pourrait la vaincre par la discussion, il tenterait de briser son esprit par la peur et la solitude. Il jouerait sur sa dévotion à l'Église, sur sa peur du feu, ce serait le plus dur de son parcours, mais même au bout du rouleau, elle trouverait la force d'accomplir un acte qui graverait son nom à jamais dans l'éternité. Le plus étonnant dans cette histoire n'est pas sa mort, mais sa vie. Elle est restée fidèle à elle-même jusqu'à son dernier souffle, alors même que le monde entier l'avait abandonnée. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une sainte, c'est l'histoire de la façon dont, même dans un monde saturé de trahison, une personne peut préserver son âme. Et lorsque nous nous penchons sur cette épreuve des siècles plus tard, nous comprenons que ce n'est pas elle qui était jugée, c'est nous-mêmes. Et ce jugement se poursuit encore aujourd'hui. Les juges avaient tendu un piège qui allait sceller le destin de Jeanne. Ils posèrent une question qui semblait infaillible. « Vous considérez-vous en état de grâce divine ?» Un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience. C'était échec et mat. Répondre oui, et elle serait aussitôt accusée d'orgueil, car nul mortel ne peut véritablement connaître la volonté de Dieu. Répondre non, et elle-même admettrait son indignité à être messagère du ciel. Le piège se referma, mais la réponse de Jeanne laissa les juges sans voix. Elle déclara « Si je suis hors de grâce, je prie Dieu de me l'accorder. Si j'y suis, puisse Dieu me préserver dans cet état. » Les juges étaient stupéfaits. Le piège avait échoué. Elle ne s'était pas contentée de l'esquiver. Elle avait ridiculisé leurs ambitions. Ils tentèrent de l'entraîner dans les querelles de l'Église, lui demandant qui elle reconnaissait comme le vrai pape. Jeanne fut sincèrement surprise. « N'y en a-t-il qu'un ?
Lorsqu'ils lui expliquèrent qu'il y en avait deux, elle rétorqua sèchement « Bien sûr, le vrai est celui de Rome, impossible de contester. » Quelle que soit la question, elle trouvait une réponse aussi précise qu'un coup d'épée. Lorsqu'ils lui demandèrent si Dieu haïssait les Anglais, elle répondit d'une manière qui laissa tout le monde sans voix. Qu'ils les aiment ou les essaient, je ne sais pas, mais je sais que tous les Anglais seront chassés de France, sauf ceux qui trouveront la mort ici. Même les soldats anglais, d'ordinaire si sévères, ne purent de contenir leur admiration. L'un d'eux s'exclama avec colère « Par Dieu, quelle femme! Quel dommage qu'elle ne soit pas anglaise !» Le procès s'enlisa. Pendant 2 mois, les pairs de la cour hésitèrent entre la juger pour sorcellerie ou hérésie. Le cardinal Winchester était furieux. Il avait investi des sommes considérables dans l'affaire et exigeait un verdict. Il se rendit en personne à Rouen pour faire pression sur les juges, les menacer et tenter de les corrompre. Mais Jeanne resta inflexible. Une scission éclata au sein même du tribunal. Le juge Jean Loyer déclara sans ambages à l'évêque Cochon, ce procès était voué à l'échec. L'enquête était viciée. Les assistants subissaient des pressions et les magistrats cherchaient à embrouiller la jeune femme avec des questions qui la dépassaient. Un autre juge, Nicolas de Goupville, fit remarquer que Jeanne avait déjà été acquittée à Poitiers, ce qui rendait le procès en cours totalement invalide. L'issue était prévisible. Loyer fut contraint de fuir la ville et Goupville fut jeté en prison. Winchester et Cochon n'avaient aucune intention d'épargner quiconque se dressait sur le chemin de leur victime. Finalement, ils trouvèrent un indice. Le 14 mars, Cochon se rendit dans la cellule de Jeanne épuisée et lui demanda sournoisement « Sais-tu par révélation que tu seras sauvée ?» Jeanne pressentit le danger, mais elle avait été touchée au plus profond d'elle-même. Les prêtres osèrent douter que les voix la soutenaient, elle s'emporta. « Ils m'ont dit d'être courageuse. Ils m'ont promis une grande victoire et la délivrance. » Cochon échangea un regard triomphant avec son assistant. « Alors tu es sûr de ne pas aller en enfer ?» insinua-t-il. Jeanne, fatiguée et irritée, soupira. « Oui, j'y crois aussi fermement que si j'étais déjà sauvée. » Ce fut une erreur fatale. Selon les canons de l'Église, nul ne peut être certain du salut de son âme à l'avance. Cochon jubila. Il tenait là la preuve de son orgueil hérétique. Puis vint la question principale. « Vous soumettriez-vous à l'Église terrestre ?» Jeanne comprit intuitivement le piège. Se soumettre à l'Église terrestre revenait, en l'occurrence, à accepter l'autorité de ces mêmes juges assoiffés de sang. Elle tenta d'éluder la question. « Je me soumets à Dieu et à l'Église céleste. » Mais pour l'Inquisition, cela signifiait une chose, nier l'autorité du pape et des évêques. Le 17 mars, l'enquête fut close. Les procureurs réécrivirent le procès-verbal en supprimant tout ce qui plaidait en faveur de Jeanne. Désormais, elle était officiellement présentée comme une hérétique, censée communiquer non pas avec les anges, mais avec Satan. Mais les Anglais ne se contentaient pas de la tuer. Il leur fallait qu'elle avoue sa supercherie. Ce n'est qu'alors qu'ils pourraient porter un coup dur au roi de France. Ils commencèrent à manipuler Jeanne. Elle tomba gravement malade, fiévreuse. Cochon lui envoya du poisson, soit par une générosité suspecte, soit pour tenter de l'empoisonner et d'en finir discrètement. Mais Lord Warwick avait peur. Il fallait la guérir à tout prix. Elle avait coûté trop cher au roi pour qu'il meure simplement en prison sans être condamné. Un bourreau vêtu d'un costume rouge sang fut amené auprès de Zana, souffrante. Il disposa lentement les instruments de torture devant elle, expliquant le rôle de chaque cheville et de chaque pince. Jana le regarda droit dans les yeux. « Faites ce que vous voulez, mais même si vous me tordez tous les membres, je ne dirai plus rien. Et même si je hurle de douleur, je me rétracterai. » La torture fut interrompue. On craignait qu'elle ne meure prématurément avant d'atteindre le bûcher. 24 mai 1431. Le cimetière Saint-Ouen de Rouen est bondé. Tous veulent ne voir la sorcière d'Orléans. Devant la cathédrale, 2 échafauds se dressent. Sur l'un, les juges en robes somptueuses, sur l'autre, la petite fille pâle qui fit trembler 2 empires. Le dernier chapitre de cette grande tragédie s'ouvre. L'évêque Cochon et l'inquisiteur siègent près du cardinal de Winchester. Nobles prélats, docteurs et maîtres en théologie les entourent, et juste en dessous, des scribes s'affairent, prêts à tout noter. Mais toute l'attention de la foule est rivée sur le second échafaud. Là, entourés de gardes, se tiennent l'accusé et l'homme qui va lui arracher des aveux. C'était maître Guillaume Érard, un prédicateur dont la renommée s'étendait à travers l'Europe. Il était nerveux. On l'attendait en Flandre, où il aurait été payé en or, mais il perdait son temps. Érard décida que s'il n'était pas payé, il gagnerait au moins un capital politique. Il commença son discours avec fureur, accusant Jeanne de tous les péchés capitaux.
Sorcière, hérétique, monstre, les mots fusaient dans la foule comme des pierres. Mais lorsqu'il s'en prit au roi de France Charles VII, le qualifiant de saint patron des schismatiques, un événement inattendu se produisit. Jeanne, qui jusque-là fixait le ciel d'un regard vide, observant le vol des oiseaux, frissonna soudain. Elle pouvait endurer la douleur, elle pouvait supporter l'humiliation, mais elle ne pouvait pardonner l'insulte faite à son pays et à son roi. La jeune fille interrompit le prédicateur. À haute voix, pour que toute la place l'entende, elle déclara que son roi était le plus noble des chrétiens et qu'elle seule répondrait de ses actes. Un murmure parcourut la foule, quelqu'un applaudit même, Érard rugit de rage, exigeant qu'on la fasse taire. Jeanne avait compris, il lui fallait du temps. Le moindre indice, le moindre délai. Elle leva la main et exigea que son affaire soit soumise au pape. Les juges s'inquiétèrent. Cochon murmura que le pape était trop loin. Ils n'avaient pas besoin de la vérité. Ils avaient besoin d'une exécution, immédiatement. On lui demanda 3 fois de se rétracter. Elle refusa. Alors Cochon déroula lentement le long parchemin portant la sentence. Le bourreau attendait déjà au pied de l'échafaud, sur une charrette. Jeanne était entourée de membres du clergé. Ils lui murmurèrent à l'oreille « Soumets-toi et tu seras transféré dans une prison ecclésiastique. Il n'y aura pas de soldats anglais là-bas, seulement des femmes. Tu seras sauvé. » Jeanne était bouleversée. La voix de Cochon, lisant le verdict, se mêlait aux murmures obséquieux des conseillers. Elle baissa les yeux. Des soldats anglais se tenaient au premier rang, le regard empli de haine. Et alors, elle s'écria « Je veux me soumettre à l'Église !» L'évêque interrompit sa lecture. Le chaos s'empara de la foule. Les Anglais, ne comprenant pas le latin, sentirent en leur proie leur échapper. Des pierres commencèrent à voler sur les prêtres. Pendant ce temps, Érard glissa un morceau de papier à Jeanne. On lui avait promis qu'il ne contenait que 6 lignes sur le renoncement aux vêtements d'homme et la soumission. Mais en réalité, le document avait été interverti. Au lieu d'un court mot, la secrétaire de Winchester lui avait glissé une abjuration complète de plusieurs pages. Jeanne, ne sachant pas écrire, fit un signe de croix et un Anglais fit remarquer « Regardez, la sorcière se moque de nous ». Cochon s'empara aussitôt du second parchemin préparé à l'avance. La peine de mort avait été commuée en emprisonnement éternel, au pain de la souffrance et à l'eau du chagrin. Jeanne souriait encore, espérant être arrachée à cet enfer. Mais l'ordre ne tarda pas. On la ramenait là où on l'avait emmenée. Elle fut jetée de nouveau entre les mains des Anglais. C'était le jour de la grande tromperie. Cochon savait que, selon les lois de l'Inquisition, si elle péchait à nouveau, rien ne pourrait la sauver. Alors, il attendit, tout simplement. Elle n'eut pas à attendre longtemps. 3 jours plus tard, la rumeur courait à Rouen. Elle portait de nouveau des vêtements d'homme. Lorsque Cochon entra dans sa cellule, il vit Jeanne dans sa tenue habituelle. Il s'avéra que les geôliers lui avaient tout simplement volé ses vêtements de femme, ne lui laissant aucun choix. Mais Jeanne n'en avait plus rien à faire. Elle dit directement au juge « Mes voix sont revenues ». Elle disait que j'avais trahi Dieu en signant ce papier par peur du feu. Cochon sortit de la tour, le visage rayonnant. En rencontrant le comte de Warwick, il se contenta de dire en anglais « Adieu ». Cela ne signifiait qu'une chose, elle était condamnée. 30 mai 1431. Place du Vieux Marché. Jeanne était transportée dans une charrette entourée de 80 gardes. Elle pleurait, elle n'avait que 19 ans et était terrifiée par le feu. « Mon corps, si pur, va-t-il se réduire en cendres aujourd'hui ?» demanda-t-elle. L'échafaud était exceptionnellement haut, permettant à toute la foule d'assister au supplice de la sorcière. Une pancarte couverte d'insultes était accrochée au poteau, hérétique, idolâtre, servante de Satan. Lorsque les flammes léchèrent les premières bûches, Jeanne cessa de pleurer. Elle leva les yeux vers le ciel clair jusqu'à ce qu'une fumée noire obscurcisse le soleil. Son cœur ne fut pas brûlé, il fut simplement jeté dans la Seine, sans même laisser de cendres à vénérer. Les Anglais célébrèrent leur victoire, ignorant encore que ce bûcher marquerait le début de leur fin. L'exécution de Rouen n'effraya pas les Français, elle les enragea. L'ombre de la Vierge guida désormais les armées au combat. La prophétie de Jeanne se réalisa avec une précision terrifiante. 5 ans plus tard à peine, ses ennemis étaient à couteau tiré. Paris se souleva, la Normandie fut libérée et les Anglais chassés du continent. Ceux qui l'avaient condamné moururent dans le déshonneur, et la petite fille de Dom Rémy, qui aspirait tant à vivre, acquit une immortalité que nul feu ne put détruire. Les flammes de Rouen ne se contentèrent pas de consumer Jeanne. Elles marquèrent le début du compte à rebours pour ses bourreaux. Le destin s'abattit sur tous ceux qui avaient participé au meurtre de la pucelle d'Orléans. Le sire de Trémouille, intrigant venimeux, périt dans une sombre cellule,
achevé par ses propres compagnons. L'archevêque Regnault, qui changea de camp sans hésiter, finit ses jours dans un exil honteux. Et que dire de Pierre Cochon ? Le grand juge, qui espérait une généreuse récompense, ne reçut pas un sou des Anglais et mourut dans l'oubli le plus total. Son nom reste encore aujourd'hui une source d'anathème. Mais le plus rusé des protagonistes fut le roi Charles VII. Le lâche, que l'histoire appellerait ironiquement le victorieux, ne fit absolument rien pour sauver Jeanne du Bûcher. Il la réhabilita plus tard uniquement pour laver son propre nom de l'accusation d'hérésie. L'Église fit d'elle une icône, mais le peuple conserva un tout autre souvenir. Jeanne demeura une guerrière qui donna tout pour la liberté. Les puissants furent réduits à néant et la simple jeune fille de Domrémy trouva l'éternité.